Bonsoir à tous et quelle joie de vous retrouver encore ce soir pour une émission qui s'annonce assez incroyable avec cette invitée qui est vraiment une historienne de renom et qu'on a la chance d'avoir ce soir. Je le disais hier après l'émission de Xavier Moreau, je crois que vous avez énormément apprécié, vous étiez extrêmement nombreux à venir la voir sur les différents réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous mesurez vraiment la chance que vous pouvez avoir tous les soirs, 7 jours sur 7, d'avoir de tels invités ici même sur ce plateau qui vous délivrent gratuitement donc tout leur savoir, leur information, qui puisent dans leur recherche intellectuelle, spirituelle, morale, mentale, et qui vraiment vous recrachent entre guillemets le meilleur d'eux-mêmes à l'occasion de ces émissions, des émissions phares, des émissions qui montent en puissance, en nombre et en densité surtout, je dirais. Forcément, au début, elles ont 2 mois d'existence, ces émissions. La chaîne a été montée il y a 2 mois. Forcément, au début, il y avait quelques balbutiements, ajustements. On testait des invités, on voyait ce que ça peut donner. Et puis aujourd'hui, on a vraiment des gens extrêmement musclés qui viennent nous rejoindre sur ce plateau. Je tiens à dire tout de suite que Chloé sera là dans une dizaine de minutes. Elle m'a envoyé. Elle est sur l'autoroute, figure-toi. Donc, des tribulations pas possibles. Elle était en retard. Elle a des problèmes de connexion et de batterie. Alors, les deux à la fois, ça fait beaucoup, quoi. Donc, bon, mais elle fait tout pour être là et elle sera là. Elle m'a envoyé le texto comme quoi elle sera là dans une dizaine de minutes. On va saluer nos invités, nos internautes qui sont là ce soir, bien sûr, et comme tous les soirs, très nombreux encore, on l'imagine, pour cette émission qui s'annonce vraiment haut en couleur, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il s'agira d'une des couleurs que l'on traitera dans cette émission ce soir, et vous verrez, on ménage un peu le suspense. En tout cas, merci à Véronique d'être là, à Apollon, Yamina, qui se montre désolée, puisqu'elle est à l'hôpital, figurez-vous. Elle ne se sent pas très bien, et elle a été sur place. Donc, on lui souhaite un très prompt rétablissement. Yamina, qui est l'une de nos fidèles téléspectatrices, je crois qu'elle n'a pas raté une de nos 80 émissions, ou 70, je ne sais pas combien, je ne sais pas tous les jours, mais il y en a beaucoup. Voilà, on salue Daniel, on salue Guimard, on salue Yvette, Laure, Marie, Nathan, Chantal, qui est très perspicace, du reste Chantal, et puis tous les autres, Maria, bien sûr, Jean-Paul, Nathalie, Valérie, bon, bref, tous les autres. Alors, on va peut-être commencer par le vif du sujet. Ce soir, il n'y a pas de minute de Ricardo. Le dimanche, je me suis accordé aujourd'hui une petite trêve pour essayer de réfléchir, de penser, essayer de synthétiser, essayer de voir ce vers quoi il fallait que j'aille à titre personnel, à titre professionnel. Voilà, j'ai fait un certain nombre d'introspections. C'est bien, Marion, de faire des introspections parfois. Hein. Bah tiens, bien sûr. Il faut en faire, il faut en faire. Et je pense que le dimanche, c'est un jour propice pour cela. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, oui. En plein carême, c'est pas mal de faire un peu d'introspection. Voilà, en tout cas, on remercie ce nombreux public qui est là ce soir, déjà des centaines et des centaines de personnes. J'ai un compteur spécial. Alors, sur les compteurs que vous avez, vous, sachez que ce ne sont jamais les bons chiffres, parce qu'en fait, il faut un petit logiciel supplémentaire qui vous permet de voir les chiffres en direct et les chiffres YouTube. Et ensuite, vous avez les chiffres cumulés à la fois Facebook, à la fois Twitter, et à la fois sur différents réseaux sur lesquels ces émissions passent. Vous voyez une émission comme celle d'hier soir, par exemple, avec Xavier Moreau, ou celle d'avant-hier. Elles ont été vues à peu près 45 000 fois, donc c'est pas mal. Et ce soir, on va faire encore mieux avec Marion. Mais peu importe le nombre. Peu importe le nombre, Marion, c'est l'esprit qui règne. C'est ça, non? Absolument. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est hyper gentil à toi d'être présente ici même ce soir. On sait que tu es en pleine écriture, finalisation d'un nouveau livre. Il sera sur quoi le prochain livre? C'est sur le combat de Judith Reisman, et c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on sait sur la découverte des réseaux pédocriminels et le point où on en est aujourd'hui.
Donc, j'ai eu la chance de la connaître et j'ai étudié sa vie. Je suis remontée à la source de son combat et même de sa famille. Hein. J'ai fait un petit peu de recherche généalogique autour d'elle et je veux présenter son combat et la profondeur de ce qu'elle a découvert et qui est absolument essentiel à comprendre aujourd'hui. Je pense qu'elle a vraiment absolument tout compris de ce qui se passe et elle est disparue maintenant depuis 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant qu'elle nous a quittés. Et il est temps de lui rendre un hommage circonstancié. Pas seulement de dire qu'elle était quelqu'un de très bien, mais d'expliquer en quoi et comment. C'était une personne absolument merveilleuse, que j'ai bien connue, que j'ai la chance d'avoir rencontrée, d'avoir accueillie chez moi et voilà, d'avoir retrouvé à différentes reprises à l'étranger. Donc c'est à la fois autour d'elle, mais essentiellement autour de son combat. En fait, ce que je veux montrer, c'est sur quel terreau elle a fait ses découvertes et qu'est-ce qui s'est opposé à elle. Ça a été monstrueux. Elle a eu à un moment donné tout le système américain contre elle. Tout le système américain. La presse et les institutions, ça a été absolument monstrueux. Elle est restée droite comme un lit. Elle n'a jamais plié. C'est une vraie machine à broyer, hein, tout cela. C'est épouvantable. Ce qu'on lui a opposé, c'est épouvantable. Mais si les gens qui ne croient pas au miracle, je leur suggère de lire ce qui lui est arrivé un certain nombre de fois. C'est complètement fou. Vous savez, au moment où vous ne croyez plus rien, c'est fini, hop, un coup de fil. Eh oui. Une personne qui se présente et ça redémarre. Le pouvoir du rebond, c'est le pouvoir de la résilience. C'est j'appelle moi l'effet. Le pouvoir de la résilience, c'est incroyable. Ne jamais désespérer. Jamais. De toute façon, moi, ma religion m'interdit de désespérer, mais je comprends ce que ça veut dire. Je comprends ce que ça veut dire. Rien. On t'entend pas très bien. J'espère que pour le public, c'est bon, parce que moi, chez moi, c'est faible. Alors peut-être que, je sais pas. Alors attends, il y a peut-être quelque chose de. Non, nous, écoute, ça a l'air pas mal finalement. Les gens me disent que ça va. Bon, ben si ça va, ok. Ok. Écoute, tu reviendras pour nous parler de ce livre. Hein, voilà, pour l'instant, il n'a pas de titre. Il sort quand? Il est à la relecture, c'est bientôt. Mais pour l'instant, il est à la relecture et voilà. Donc, bientôt, j'espère. Bientôt. Ça fait un moment que je travaille dessus. Ça m'a pris la tête. Oh mon Dieu. Ça a été extrêmement compliqué. Il y a tellement de choses à dire et je suis obligée de dire beaucoup de choses en peu de pages. C'est vraiment un gros travail de synthèse. Voilà, puis c'est quand même 80 ans de l'histoire du monde qu'il s'agit de synthétiser et de rendre compréhensible. Bien sûr. En tout cas, tu aimes ça, tu aimes faire ce travail d'investigation, tu aimes faire ce travail de recherche. On va en parler ce soir avec ce livre que tu as décidé d'éditer. D'auto-éditer. Qui est sorti il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça? Alors, la première version, La Marche Rouge, c'est de sortir en… Ah ben non, puisque ça fait 2009. Et c'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Mais là, c'est de l'auto-édition. Maintenant, c'est l'auto-édition. Donc là, maintenant, c'est l'auto-édition, c'est book édition. J'ai suivi les conseils de Xavier Moreau. Voilà. Oui. De Youssef Indy. Tu aurais pu suivre les miens également, parce que moi, tu sais, j'ai sorti 2 livres. Le journaliste à abattre. Et puis le grand virage 2027. En auto-édition également chez The Book Edition. C'est très, très bien. Très bonne maison d'édition. C'est Book Edition. Je me suis rendu à Lille. On va faire un peu de pub. Je me suis rendu à Lille chez eux et j'ai vu la façon dont ils travaillaient. Et j'ai vu donc ces machines produire comme ça à la demande. Et c'est très impressionnant. Et vraiment, le type est super sympa. Ils sont très clairs, très transparents. Et très honnête en tous les cas. Et vraiment, je recommande vraiment aux auteurs aujourd'hui de passer par eux plutôt que de se faire siphonner littéralement par des maisons d'édition qui sont pas forcément les meilleures. Ouais. Les maisons d'édition, le problème, c'est qu'on ne peut pas les tester avant. Donc, on ne peut pas les tester avant. Ouais. J'ai échangé là, avec Alexandra Anyonko au téléphone là, récemment et justement, elle me parlait de ça. Elle me disait que malheureusement, on est ensuite sur une forme d'autoroute où tout nous échappe en fait. Et c'est extrêmement compliqué. Ouais, et la promotion n'est pas forcément bien assurée au bon moment et ils conditionnent ça avec pas mal de trucs par ailleurs. Donc, alors moi, j'ai tout du bien à dire de la société Sigest, avec qui j'ai publié mon livre sur les droits sexuels.
Les droits sexuels, j'ai publié ça, et mon livre également qui s'appelle de l'amour et du crime, du sexe et des enfants, toujours sur le même sujet, excusez-moi. Je l'ai publié chez Jean Sirapian, chez Sigest, qui est un éditeur très sérieux, très sérieux. Voilà. Alors, mais là, on va j'ai parler. fait une édition parce que c'est de la réédition et j'ai décidé de tester. Donc voilà, c'est parti, la marche rouge. Alors j'ai une bannière qui s'appelle Réhistoire pour tous. Alors on ne va pas le voir parce que si je le montre à l'écran, ça va être en négatif. J'ai un site qui s'appelle Réhistoire pour tous, qui pour l'instant, c'est pas la peine d'y aller tout de suite maintenant. Enfin, on peut toujours essayer, mais il n'est pas à jour, mais il va l'être bientôt. J'ai quelqu'un qui va me rassembler site, blog et page des réseaux sociaux en une seule page. Et j'aurai une rubrique Réhistoire pour tous, hein, faire de la réhistoire. Je ne me souviens plus qui c'est qui m'avait trouvé ça, je trouvais ça très joli, Réhistoire pour tous. Et tous mes livres seront publiés sous la bannière Réhistoire pour tous, que ce soit de l'histoire ancienne ou de l'histoire contemporaine, parce que le travail que j'ai fait sur le livre que je viens de terminer, là, sur Ujjayi Tarasman, c'est de l'histoire contemporaine, mais c'est de l'histoire. C'est vraiment toujours le recul du temps, le recours au texte, la comparaison des textes, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire contemporaine, c'est de l'histoire récente, mais c'est de l'histoire quand même. D'autant plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui sort sur Internet, avec l'intelligence artificielle, la vraie histoire, en fait, est gommée. C'est un véritable problème, Marion. Et on le voit, on l'a lu, notamment à travers les livres de Jean Sévilla, par exemple, que cette histoire est dénaturée, elle est trafiquée. On nous gomme des parties essentielles de notre histoire aujourd'hui. On nous enlève notre culture. En fait, c'est un bout de notre ADN qu'on nous coupe quelque part, non? Tu n'es pas d'accord avec ça? Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. De toute façon, nous couper de nos racines, c'est nous couper de notre être. Hein. C'est quoi nos racines? Essayer de faire pousser un arbre sans racines, ça ne dure pas longtemps. Hein. Donc, les racines, c'est essentiel. Et on nous coupe de nos racines et on nous donne une histoire qui est de plus en plus incompréhensible, sans queue ni tête. Les événements ne sont même pas. Je ne sais pas si si vous avez déjà entendu parler de cette aberration qui s'appelle le récentisme. Il y a des gens complètement allumés qui ont décidé qu'il y avait 1000 ans de trop. Alors, il y en a qui disent mais non, c'est pas 1000 ans, c'est juste 800. 800 ans de trop dans l'histoire et qu'en fait, il y a des tas de choses qui ont été inventées. Mais ces gens n'ont absolument aucune notion de ce que c'est que l'histoire. Comment peut-on retirer des périodes à l'histoire? Les dates en histoire s'enchaînent les unes dans les autres, on peut rien gommer. Il y a un degré d'ignorance maintenant de ce que c'est que la discipline historique qui est complètement monstrueuse. Le simple fait qu'on puisse envisager par exemple, on me disait la chronologie officielle est fausse. Mais il n'y a pas de chronologie officielle. S'il y a une chronologie officielle, on la trouve où? On la lit où? Où est-ce qu'elle est? Ça n'existe pas. La chronologie, c'est ce qu'on connaît en lisant les uns et les autres enfin, je veux dire, c'est la somme de la culture, de toute la culture, de tous les souvenirs, de tous les textes et tout. Tout ça, ça fait ce qui nous donne accès à la connaissance historique. On ne peut pas dire que ça a été falsifié, c'est n'importe quoi. C'est imaginer qu'il puisse y avoir un endroit précis où ces choses-là sont répertoriées et où on a accès. C'est pas du tout ça. L'histoire, c'est un monde. Bonsoir, chère Chloé. Bon, je vais arrêter. Bonsoir, chère Marion, et bonsoir. Ma chère Chloé, que je suis contente de te retrouver. Moi aussi, c'est un petit peu épique là. Je suis désolée pour le retard. Je suis dans une aire d'autoroute en fait. Enfin, le son n'est pas très beau, comme pendant les essais qu'on a pu faire tout à l'heure. Attends, est-ce que mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Écoute, on va revenir à Marion dans un instant. Peut-être on va profiter du fait qu'il y a cette liaison pour être avec toi au moins, que tu nous parles de ce livre à peine sorti du four. Tu t'es mis donc en période de retrait, je dirais, pendant quelques semaines pour pouvoir finaliser ce livre. De quoi s'agit-il pour nos téléspectateurs ce soir qui sont très nombreux ici? Alors, ce livre, il n'est pas encore imprimé. Il est en précommande depuis aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir en allant sur mon site chloéframery.ch. Il y a déjà 80 personnes qui ont précommandé le livre. J'ai mis 1 an à l'écrire et je l'ai relu la semaine dernière, une dernière fois. J'y apporte encore des toutes petites modifications parce que je travaille avec un ami qui m'aide gratuitement et je le remercie de tout mon cœur. À faire la maquette, parce que je l'ai tout fait toute seule, et lui, il a l'habitude de mettre ça au format
pour ensuite l'imprimer. Alors, ce livre, je vous montre déjà la 4e de couverture que j'ai déjà passée sur mes réseaux. Donc, ça s'appelle « La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020 ». Et vous avez le petit résumé. Bon, ce n'est pas tout à fait un résumé, c'est un petit texte qui explique l'ambiance dans laquelle on va être avec ce livre. C'est mon premier livre, évidemment, donc j'ai un trac de Alors, donne-nous le pitch, on l'attend. Alors, le pitch, alors il est multiple, le pitch, et je ne peux pas vous le résumer en 5 minutes, évidemment. Mais il retrace une partie, je ne dirais pas l'entièreté, parce que ça prendrait 10 tomes, mais une partie de mon évolution militante et citoyenne et d'humaine, tout ce qui m'a menée vers la résistance, pas toutes, mais une grande partie des embûches qui se sont trouvées sur ma route, et ce que j'en ai fait, et ce que ça m'a apporté, et ce que ça a transformé en moi et autour de moi. Donc c'est un livre que j'ai voulu écrit comme un roman, en même temps un roman et en même temps c'est un petit peu une alternance entre le récit et les scènes, les anecdotes. Donc il y a de l'imparfait. À la fois il y a de l'introspection, mais il y a du croustillant, et puis il y a la révélation. C'est ça. Et puis il y a plus de 600 références pour étayer mes propos, qui ne sont pas que de la biographie justement, et qui expliquent le monde dans lequel on évolue. En tout cas, de mon point de vue, et selon certains angles que j'ai choisis, parce que je n'ai évidemment pas couvert tous les aspects du monde complexe dans lequel on est. Mais j'ai axé sur ce vers quoi on a tendance à tendre et ce contre quoi il faut se prémunir, disons, et ce à quoi il faut être attentif. Donc, c'est à la fois un livre… Si je comprends bien, il y a aussi derrière tout ça, il y a une notion de conseil. C'est-à-dire que les gens, par identification et par projection, ceux qui sont militants et qui partagent notre cause, vont pouvoir se retrouver dans ce livre et bénéficier de conseils qui vont les subjuguer par la suite et leur montrer en tout cas une direction vers laquelle pouvoir s'inscrire. Oui, en fait, c'est un livre qui se veut porteur d'espoir, disons, et qui permet de donner de la force et de ne pas se décourager malgré les écueils. Et je dirais qu'il s'adresse à la fois aux gens de la résistance qu'aux personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ce monde. Et en ça, je m'adresse en particulier évidemment à ma famille qui dort gentiment. Qui dort encore. Qui dort encore. Marion, on m'a demandé à Marion, justement, c'est important ce type de livre aujourd'hui, justement, même si toi, c'est plus des livres d'histoire. Mais j'écris des livres, Ricardo, j'écris des livres quasiment à la première personne. Quand je parle d'histoire, je raconte également ma recherche. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup le jeu parce que je m'implique et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est très bien de s'impliquer. De toute façon, on s'adresse à un public qui finit par nous connaître et qui nous suit en tant que personne. Je pense que c'est important de s'impliquer. C'est important de s'impliquer. Même mes livres d'histoire, mon livre sur Voltaire, hein, qui va ressortir certainement bientôt, je dis je à différentes reprises. Je découvre que, et je pense que, et je croyais que, et voilà. Donc, faut pas hésiter, faut pas hésiter. Et je pense que ça participe beaucoup de l'agrément de la lecture, de savoir qu'on s'adresse à quelqu'un qui se cache pas. S'il y en a que tu n'aimes pas… C'est ce qu'on me renvoie. C'est ce qu'on me renvoie. S'il y en a que tu n'aimes pas, c'est Diderot et Voltaire. Hein. Tu dois bien les cisailler tous les deux. Hein. Oh, Diderot, c'est pas le pire. Diderot, c'est pas le pire de loin. Non. Diderot, il a fait beaucoup de mal, mais jamais cyniquement. Et il s'est mordu les doigts. Hein. Il s'est mordu les doigts. Il y a des moments où il a dit, mon Dieu, où est-ce qu'on est allé? Alors que Voltaire, jamais jamais, jusque sur son lit de mort, il continuait de haïr le genre humain et de non. Voltaire, il est particulier. Il n'a pas eu un retour de foi, un peu, je dirais, comme Mitterrand au tout dernier moment.
Il me semblait. Allez savoir, allez savoir. Moi, je crois qu'il a vu le diable au pied de son lit et que vraiment, il a eu très, très peur. Il a eu très, très peur. Il a dit non, 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 non. Puis bon, il est parti quand même. Retour de foi, je ne sais pas. D'abord, est-ce qu'il a perdu la foi? Je pense qu'il voulait être plus fort. Il voulait être plus fort, mais il a pas dit qu'il n'y avait rien. Hein. Il était déiste, hein, Voltaire. Il a fait le choix du mal, il a fait le choix de la méchanceté, il a fait le choix du mensonge, il a fait le choix du mal, mais tout à fait délibérément. Hein, tout à fait délibérément. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'a pas beaucoup d'excuses. Hein. Mais voilà, ce qu'on raconte sur sa mort, c'est qu'il a vu le diable au pied de son lit. C'est une image, hein, mais il s'est mis à battre des pieds, à hurler non, 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 non. Et alors, j'ai rencontré un jour, je racontais ça un jour dans une conférence. Et il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la conférence et qui m'a dit qu'un jour, dans un hôpital, elle a vu une dame mourir dans des spasmes comme ça, et en se débattant, en battant des pieds, en voulant repousser, etc. Et elle a appris que cette dame avait été toute sa vie, enfin, elle traînait derrière elle une réputation d'avoir été une sorcière et d'avoir sans arrêt invoqué les forces du mal de l'au-delà. Ben, voilà, il paraît que c'est comme ça que ces gens meurent. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas invoquer le diable toute sa vie et s'imaginer qu'au moment de la mort, il va dire non, non, vas-y, va donc au paradis, je t'ai oublié. Non, 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 faut pas il y en a un autre dont je lisais, en fait, et je passe à toi, Chloé, dans un instant, hein, parce que je sais que ta liaison est légère, et c'est bon, tu vas pouvoir rester toute l'émission ou pas? Parce que là, tu m'avais dit avant qu'en fait, tu n'avais pas de batterie. Tout ça. Ah, bah, mais là, j'ai tombé, là, c'est bon. Fantastique, fantastique. Tu es avec nous pour toute la soirée, c'est super. Je lisais justement à propos des déclarations, vous savez, cette allocution hallucinante de Macron là, cette semaine là, concernant la Russie, et il faisait référence à Napoléon. Donc je me suis permis de revisiter un peu la vie de Napoléon et je me suis aperçu qu'à propos de ce qu'on disait, Marion, c'est-à-dire justement ce passage à trépas en fait d'un monde à l'autre, il y avait quand même une forme de révélation. Et lui qui a été un franc-mac, hein, dont justement toute une partie de son combat a été pour ça, pour faire connaître aussi, pour divulguer cette pensée maçonnique un peu partout en Europe, eh bien, il a eu, paraît-il, justement, au moment de mourir, lui aussi, une sorte de crise de foi. Je ne sais pas si une crise de foi. Il y a une crise de foi au moment de mourir. Bon, bah, voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est super, Chloé, que tu sois là également avec Marion. Quel duo de choc, quel duo fantastique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, bah, Marion. Oui, oui, oui. Nous, on est amis depuis quelques années déjà. Hein. Oui, on a déjà pas mal de souvenirs ensemble. Hein. Ouais. Alors, Chloé, quels sont les trois moments forts à retenir de ton livre? S'il y en avait trois à ressortir, ce seraient lesquels? Waouh, ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Une émotion, une date, un souvenir de non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. J'imagine, parce que tu es une mathématicienne. Il y a des moments, enfin, disons le thème, un des thèmes qui est surprenant, mais je ne veux pas non plus tout dire, hein, c'est des expériences, des vécus que j'ai eus avec des gens de la résistance. Alors, j'ai pas tout dit, et mon but, c'est pas de diffamer ou de donner des mauvaises idées, des mauvaises images des gens, mais j'ai partagé des choses que j'ai vécues avec des personnes que vous connaissez, en essayant de ne pas être irrespectueuse, en étant dans la vérité, mais sans me venger, sans porter atteinte, mais en révélant des choses qui permettent de comprendre un petit peu des mécanismes. Donc ça, c'est un des axes de mon livre. C'est des anecdotes qui sont révélatrices de ce qui peut merder dans la résistance, en fait. Hein, tu connais ça aussi, Richard? Ouais. Je crois qu'on a les mêmes ennemis. Hein. Mais bon, ouais, en tous les cas, mais on a surtout les mêmes amis et c'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est qu'il faut capitaliser, en fait. Les ennemis, on les ignore. Il faut capitaliser, il faut faire monter les vibrations, comme ils disent par ailleurs. Il faut vraiment être entouré de belles âmes. Il y en a tant dans la résistance. C'est incroyable. Tu l'as mesuré, toi aussi. Marion aussi. Mais Marion et moi, on a déjà discuté de ça et on a un petit peu les mêmes personnes qui nous boycottent, par exemple. Les mêmes personnes qui nous traitent d'antisémites, par exemple, ou de je ne sais pas quoi, de trucs, y compris dans la résistance. C'est ça qui est rigolo. Pas rigolo, entre guillemets.
Non, mais ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre, si tu veux, en rentrant dans ce combat-là. Et quand on a vu quand même ce qu'on avait fait, parce que je veux dire, on est quand même à l'origine de la révélation d'un certain nombre de scandales. Je dis on, mais on est des centaines, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, de façon médiatique et puissante, on a été à l'origine de ça. Il y a eu vraiment un basculement, un avant, un après. Je pense que si les gens ne sont pas vaccinés 3 doses, c'est en partie par rapport à ce qu'on a pu faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et il y a eu une campagne de sensibilisation, de communication, d'information, de réinformation qui a été capitale, qu'on a pu mener. Et comment des gens aujourd'hui, aussi délétères soit-il, peuvent-ils nous tirer dessus comme ça à boulet rouge, nous boycotter, nous infamer? Toi, c'est ça. Alors ces gens-là, tout dépend de ce qui est leur mission de vie, leur cause. Enfin, quelle est la cause qu'ils défendent et pour qui ils travaillent, ces gens-là? Moi, ça pose des questions. Moi, je pense à quelqu'un. D'ailleurs, je parle de toi dans mon livre, Richard, aussi. Bon. Par rapport à l'émission. Je avant qu'il publie, parce que je crains le pire. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Je sais que tu es bienveillante à mon égard, il n'y a pas de problème. Je parle de l'émission qu'on a faite à France Soir en 2021, par exemple, qui n'est jamais sortie. Ah ouais, je vois, ouais, exact. Exact. Elle n'était jamais sortie, cette émission. Ouais. Jamais. Comme l'interview de Franck Pucciarelli. Franck Pucciarelli, qui n'est jamais sorti. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que moi. Non, écoute, on n'est pas là pour régler des comptes ad hominem. C'est pour avoir un éclairage sur simplement l'humanité aussi, les rapports, les jeux de pouvoir entre les gens, les jalousies, ce que c'est qu'aussi être public, une personne publique, ça j'en parle, parce que nous, on le sait un petit peu maintenant, en tout cas moi c'est nouveau, mais ce que j'ai remarqué personnellement en devenant quelqu'un de public, c'est que je ne suis plus toujours considérée comme une personne ou une humaine, mais comme un objet, comme quelque chose qui appartient aux gens et qui projette leur soit idéalisation, soit haine, soit frustration, et qu'on perd notre souveraineté en tant qu'humain, parfois, quand on est mis au devant comme ça, et c'est pas que facile, c'est pas évident. Ouais. Marion, tu veux réagir par rapport à ce que dit Chloé? Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là, qu'on est en quelque sorte obligé de se justifier, de faire un certain nombre de choses et de ne… Vous qui êtes historienne, vous devez penser que… Attendez, moi j'avance avec ce que je sais, avec ce que je comprends, j'ai pas de… je me prétends pas au-dessus de la mêlée, je me prétends supérieur à personne, et j'ai pas envie d'avoir à me justifier de continuer ce combat. Vous qui, non, la barbe. La barbe. Non, mais c'est vrai, je reconnais qu'on on reçoit des projections quelquefois négatives, mais honnêtement, moi, le positif que je reçois est infiniment plus important que le négatif. En plus de ça, le négatif, j'ai l'impression que c'est toujours du même côté que ça vient. C'est toujours du même côté que ça vient. Je n'ai pas vraiment déterminé complètement où se situe le côté en question, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours la même rengaine dès qu'il s'agit de m'attaquer. Donc, voilà. Les gens qui me suivent et qui sont contents du travail que je fais sont quand même de plus en plus nombreux. Et ce n'est pas uniquement en nombre de clics que ça se manifeste. Par exemple, hier, il y a eu une manifestation place de l'Opéra à Paris, et des femmes victimes de placements abusifs de leurs enfants se sont manifestées. Bon, ça a été vraiment pénible. Il y a eu une arrestation. Enfin, c'est vraiment toute une histoire, c'est incroyable. Et au micro, une personne a dit: oui, mais vous savez, Marion Sigaud explique bien que les histoires d'enlèvement d'enfants par l'institution, ça fait des années que ça dure. Et puis elle a parlé de mon bouquin, et elle a parlé de… je la connais pas, je l'ai jamais vue. Voilà, on travaille pas pour rien, Donc finalement, c'est ça qui est important. C'est pas le nombre de clics, c'est pas le nombre de gens qui vont… Il n'y a pas à faire une balance entre ceux qui vous aiment pas et ceux qui vous aiment. De toute façon, on ne saura jamais. Je pense qu'il faut avancer et puis savoir que la bonne graine, on la jette et puis elle tombera là où il faut. Ouais, c'est une mission dans laquelle tu te situes aujourd'hui, tu as l'impression? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est une mission. C'est un devoir. J'ai rencontré il y a de nombreuses années un militant palestinien qui s'appelait Mansour Kardosh, qui est décédé maintenant, qui a été un des tout premiers résistants palestiniens à Nazareth dès 1948. Et il m'a dit, il y a un jour, il y a un journaliste qui vient me voir, il dit: Mansour Kardosh, pourquoi faites-vous ça? Et il dit: pourquoi je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? Mais c'est un devoir.
C'est un devoir, c'est une évidence. Pourquoi je fais ce que je dois faire? Parce que je dois le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? La question serait, pourquoi ne le faites-vous pas, éventuellement? Mais pourquoi vous le faites? Et également, un Israélien m'avait dit la même chose aussi. Comment s'appelait-il? Un des grands historiens israéliens qui ont révélé la vérité sur ce qui s'est passé en 1948. Benny Morris. J'ai le plaisir de le rencontrer. Et je lui ai posé la question toute bête, pourquoi faites-vous ça? Il me dit, mais c'est la vérité. On ne justifie pas de dire la vérité. Il n'y a pas à justifier de chercher la vérité et de la dire. C'est normal, c'est normal. On fait ce qui est normal. Le combat qui est le nôtre, c'est le combat évident, normal, pas forcément facile, mais qui revient à chacun. Chacun doit faire sa part de vérité, chercher la vérité et la dire. Moi, c'est mon leitmotiv. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je cherche la vérité et j'essaie de la dire le plus clairement possible. Et puis voilà. Ça revêt quasiment un degré assez mystique, hein, parce que quand on lit la Bible, c'est ça, hein, la vérité, il n'y a qu'une vérité, en fait, dans la Bible. Hein. Donc, il y a aussi ça, la recherche de la vérité, c'est aussi un peu ça. Bon, maintenant, c'est plus profane, hein, c'est plus laïcardisé, un peu tout ça. Il y a deux vérités, Ricardo, il y a deux vérités. Il y a la vérité absolue, c'est celle qu'on cherche. Et la vérité relative, c'est celle qu'on trouve. Elle est relative à quoi? Elle est relative au mensonge. La vérité relative au mensonge, on la trouve tous les jours. La vérité absolue relative à l'origine et à la cause des causes, c'est ce qu'on cherche. Et cette vérité-là, on ne la connaît pas, mais on a la foi ou on ne l'a pas. Moi, je l'ai, la foi. C'est clair. C'est un moteur dans ma vie, la foi. Mais la vérité relative au mensonge, je la trouve toute la journée. Je passe mes journées à la trouver. Et Chloé fait la même chose. Et toi, Ricardo, là, on va passer au-dessus. Là, on va arrêter de faire semblant. Toi, tu fais la même chose. La vérité par rapport au mensonge, c'est ce qu'on s'évertue de diffuser tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est difficile? On va se tourner vers Chloé parce que là, elle est encore avec nous là. Mais c'est vrai, Chloé, qu'est-ce que c'est difficile? Mais à quel renoncement, hein, toi, tu as été obligé de succomber? Quels ont été les barrages qu'on t'a mis sur ta route? Quels ont été les encombres? Quand on sait que tu es une brillante prof de maths, que tu as été si injustement mais sorti littéralement du système, tout ça au seul prétexte que tu t'es battu pour une cause, battu pour les enfants des autres, battu pour les droits humains, tout simplement. Battu pour le droit des êtres humains, tout simplement, les êtres humains. Et comment on peut bannir une femme comme toi et la sortir du système, quoi? Ouais, je pense, je relativise de plus en plus et je me dis que c'est une bénédiction parce que je ne serais jamais sortie de ma routine si on ne m'avait pas virée, éjectée, traumatisée, harcelée. Là, j'ai découvert une partie de qui je suis que je n'aurais pas su si je n'étais pas passée par ce chemin. Donc, je remercie, et je remercie dans ce livre, tous ceux qui m'ont entravée, en fait, parce qu'ils m'ont révélé, ils m'ont permis de me connaître, de savoir vers quoi j'étais amenée à aller et ce que j'étais amenée à faire finalement. Et tu vois ce que ça a changé, cette période-là, et ce que j'ai vécu, c'est l'image de ma vie que je voyais plutôt rangée, plutôt conforme au modèle de société, prof de maths jusqu'à ma retraite, assez casanière, peu voyageuse, peu aventurière, même si dans ma tête je suis très aventurière, mais je ne l'ai jamais mis en acte avant le Covid finalement. J'étais cantonnée à ma dévotion, à mon métier, à mon travail, à mes élèves. Je militais à côté, mais plutôt comme un hobby quelque part. Même si je sais que ça m'habitait au plus profond de moi, mais tous les étés, je me prenais 2 mois de vacances, tu vois. C'était comme une activité qui me donnait du sens, mais qui n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui. Et je remercie vraiment les journalistes. Alors, je fais une sorte d'analyse aussi du métier de journaliste hein, dans ce livre, durant tout le livre. Hein. C'est un des axes de ce livre. Et du rôle de tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues à l'État et dans le judiciaire. Et on voit finalement, leur mission de vie, certainement, à tous ces gens, c'est de nous permettre de nous révéler. Moi, je pense qu'une fois qu'on en ressort et une fois qu'on y survit, bien sûr, hein, parce que si on y laisse sa peau, je ne dirais pas la même chose, évidemment.
Et moi, ouais, alors, là aussi, derrière tout ça, j'essaie de voir ça, mais il y a une dimension aussi un peu mystique et presque catho, tu sais. Alors, on va demander à Marion, mais il faut s'auto-flageller finalement pour arriver à retrouver une certaine forme de pureté et donc finalement pour lever le voile sur un certain nombre de choses. Là aussi, c'est biblique, décidément. Mais je ne m'auto-flagelle pas du tout, moi. Les coups, je les prends de l'extérieur, je ne les donne pas. Vous êtes branchés avec le ciel, mesdames, vous êtes branchés avec le ciel. Ah bah oui, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, oui, c'est clairement, branché avec le ciel, oui. De toute façon, si on ne croit pas à quelque chose de supérieur, comment voulez-vous qu'on avance? On est désespéré au premier échec. Hein. Et un échec, ça sert à être surmonté et à servir de leçon pour le combat suivant. Hein. Un échec, c'est je veux dire, c'est la leçon de la réussite, elle passe par les leçons tirées des échecs. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Donc, si on ne croit pas à un au-delà, si on ne croit pas à quelque chose de supérieur, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut surmonter les échecs? Comment est-ce qu'on peut surmonter les déceptions? Comment est-ce qu'on peut surmonter les moments de découragement? C'est pas possible. Non, mais et surtout la finitude, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dès lors que tu te mets des barrières sur une fin de vie qui forcément approche de jour en jour, et plus on vieillit, plus ça arrive vite, et plus on se rend compte déjà qu'on est dans la deuxième partie voilà, sur l'autoroute de la mort. Je veux dire, si on voit cette butée au bout, il y a de quoi paniquer, alors qu'au contraire, si on voit que c'est l'amour infini qui nous attend à l'arrivée et qu'il y a une vie après la mort, là, à mon avis, on voit les choses un peu différemment. Vous voyez, oui, absolument. Ça prend une tournure très métaphysique ce soir, cette discussion. En tous les cas, tu as trouvé la bonne personne avec moi, mais je crois qu'avec Chloé, pas mal aussi. Hein. Pardon? J'ai dit, tu as trouvé la bonne personne avec moi pour parler de ces choses-là. Bah ouais, c'est pour ça que je vous associe, parce que vous êtes tous les deux très, très spirituels dans l'âme. Peut-être avec des voies détournées. Ça, c'est une question intéressante, à mon avis. C'est de voir qu'en fait, on se rend compte que chacun est un peu rangé dans son chemin de vie, qui n'est pas forcément celui de l'autre, mais en fait, tout mène à cette conscience, à cette âme, comme dirait notre ami David Chaumienne, que j'ai eu cet après-midi au téléphone. Et lui, il a cette vision effectivement d'une sorte de parapluie. Alors, c'est pas le parapluie de Macron, hein, je vous signale, mais c'est une sorte de parapluie, tu vois, qui nous mène en fait vers le ciel avec des voies détournées. Voilà. En tous les cas, Chloé, toi, ce livre, il sort, on l'a bien compris. Donc, c'est à la fois un résumé de ce qui s'est passé, le présent, la mise en perspective. Toi, tu vois les choses comment, Chloé, aujourd'hui, par rapport à tout ce tournant qui est quelque part un peu décisif? Moi, je pense que tant qu'on est dans cette dynamique de vengeance, de mal-être, de reporter la faute sur l'autre, de ne pas se remettre en question, de ne pas prendre la responsabilité de ce qui se passe dans le monde, on est voué à continuer le chemin jusqu'à la destruction, en tout cas jusqu'à la déshumanisation, la digitalisation, c'est ce que je dis dans le livre. Je pense qu'il faut commencer par soi-même, toujours. Ne pas attendre de l'extérieur des changements, c'est soi-même qui changeons et c'est ce qui fera changer les autres. Enfin, pas les autres, mais le monde. Et donc, en fait, dans ce livre, je pars de mon enfance, je vais jusqu'à maintenant et jusqu'à ce qui se prépare. Donc, il y a vraiment tout un cheminement. Et tu es fier de ce cheminement? Est-ce que tu regrettes certaines étapes de ce cheminement? Est-ce que ce cheminement… Non, finalement, non. Finalement pas. Finalement, vraiment pas. Parce que je n'aurais pas vécu tout ça. Je n'aurais pas eu les personnes autour de moi que j'ai eues. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas la conscience de ce dans quoi on est et de qui je suis. Donc, je pense que c'est vraiment les écueils, les claques qui donnent de la substance, de la consistance à notre vie et qui donnent un sens. C'est assez… Je trouve que dans ce livre, j'ai aussi fait un cheminement de réflexion, d'introspection, de réflexion sur à quoi ça a servi tout ça. Et c'est ce que j'espère apporter aux gens qui vont me lire et qui vont rigoler aussi parce que j'ai mis quand même des petites… je reste sur un ton assez léger, assez enjoué, je dirais. C'est pas du tout tragique. Vous allez pas… c'est pas fait pour vous morfondre ou pour être dans le désespoir. Pas du tout. C'est publié chez qui, Chloé? C'est publié chez qui? Il n'y a pas d'éditeur. C'est moi qui m'auto-édite. Mais pas beaucoup d'édition ou… Non, pour l'instant, je fais éditer en Pologne
Et ensuite, c'est Johan du Média en 442 qui va recevoir les livres et qui va les distribuer en prenant une petite commission sur chaque livre. Je le remercie au passage. J'ai été aidée, et ça, c'est aussi un des thèmes du livre. Tu parlais des 3 thèmes, Ricardo. C'est que quand on est dans son axe et quand on y va sans peur, on est aidé. Et moi, dans toutes ces étapes, dans toutes ces entraves, il y a eu des anges, il y a des gens qui m'ont aidé, des gens à qui je n'ai pas fait appel et qui sont venus spontanément, au moment où j'en avais besoin. Et typiquement, ce livre, je ne savais pas comment l'éditer. Et j'ai une personne qui m'a proposé de faire la maquette et une autre personne qui m'a proposé de les distribuer. Donc, tout se met en place, en fait, quand on est vraiment dans sa justesse, dans son axe. Voilà, quand on est bien aligné, tout arrive à point au moment voulu. C'est les grâces divines, en fait, qui apparaissent dans ces moments-là. C'est vrai qu'on a ça. En tous les cas, c'est intéressant de voir ça. On va parler dans un instant, bien sûr, du livre de Marion, parce qu'elle est venue aussi pour nous en parler de cette période très sensible de l'histoire. On peut en parler même maintenant. Hein. On va pas tergiverser, je dirais, là-dessus. Je pense que c'est très important. D'abord, ce livre, tu as décidé de le rééditer. Pourquoi et comment? Parce que j'en ai assez de dépendre de gens qui ne rendent pas de compte. Je veux dire, maintenant, ça va, c'est bon. On a besoin d'un éditeur pour se lancer. L'affaire est entendue. Moi, ça fait quand même maintenant 30 ans que j'écris. Ça fait 30 ans que je publie. J'ai fini par me faire un nom. Je voudrais maîtriser de A à Z ce qui va advenir de mes bouquins. C'est vraiment insupportable. Enfin bon, je veux pas faire de diffamation. On va glisser sur les sur les misères que j'ai pu avoir avec mes différents éditeurs. Là, maintenant, je m'auto-édite, je fais. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a fait une très très jolie maquette. Et la maquette sera la même pour tous les bouquins qui vont sortir. Et j'ai décidé de ressortir La Marche Rouge parce que c'est vraiment le livre emblématique de mon combat. Je me suis lancée dans l'histoire pour comprendre, pour monter à la source de ce que je pressentais être des réseaux pédocriminels institutionnels. Et bingo, je suis tombée exactement. J'ai une intuition, j'ai travaillé à l'intuition, j'ai une intuition qui s'est révélée absolument fracassante, quoi. J'ai trouvé exactement, non pas ce que je cherchais, mais encore au-delà. Et ce que j'ai découvert, ce que je ne soupçonnais pas vraiment dans les détails, ce que j'ai découvert, c'est que les grands opposants, pendant tout le XVIIIe siècle, les grands opposants au roi, à l'autorité du roi et à l'autorité de l'Église, c'est-à-dire les magistrats, ils faisaient en dose du trafic d'enfants. C'est extraordinaire quand même, je ne m'y attendais pas du tout. Et l'affaire est entendue. Je veux dire, si on veut me contredire là-dessus, il va falloir des arguments, parce que j'ai quand même épluché un certain nombre d'archives. J'ai compris, alors pour nous résumer, qu'est-ce que le Parlement? Le Parlement, ce sont les juges. Donc vous avez 5 grands parlements à travers la France. Vous avez un grand Parlement qui est le Parlement de Paris, qui couvre un bon tiers du royaume. Et les magistrats du Parlement de Paris sont des personnages très très importants, qui non seulement rendent la justice au nom du roi, mais ont également comme fonction d'enregistrer, c'est-à-dire d'inscrire dans les registres les décisions royales. Donc, ils ont une importance tout à fait essentielle. Une décision du roi qui ne va pas être enregistrée, si elle n'est pas enregistrée, elle n'est pas applicable. Donc, le roi est obligé de passer par les magistrats pour que ces décisions, c'est-à-dire une loi, c'est une décision du roi. Donc, si le roi veut être obéi dans les décisions qu'il prend, il est obligé d'en passer par le Parlement. Et le Parlement fait une opposition mais systématique, odieuse. Ils sont emmerdeurs. Alors, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de bien de l'opposition des parlements, hein, au début quand j'ai commencé à faire de l'histoire un petit peu généraliste du XVIIIe siècle. On disait que l'opposition des parlements, c'était une opposition saine contre les abus de l'absolutisme royal. Bon, admettons, moi, je n'avais pas d'éléments pour aller contre. Et en fouillant et en regardant de très très près ce qui se passe sur un sujet très précis qui est la façon de traiter les pauvres et la misère à Paris d'abord et ensuite dans toute la France, j'ai pris conscience que les magistrats avaient élaboré, alors c'était à l'époque de Louis XIII, hein, au début, ça a été opérationnel sous Louis XIV et là, le scandale a éclaté sous Louis XV, donc ça s'est fait sur 150 ans. Ils ont élaboré une institution qui s'appelle l'hôpital général, dans lequel…
qui est en fait l'ancêtre, il faut le dire pour les gens, c'est l'ancêtre des services sociaux en quelque sorte, non? Exactement, exactement. Et ce sont ces magistrats qui, alors en protestant d'excellentes intentions, hein, il faut éradiquer la mendicité, éradiquer la pauvreté, et puis également tous les abus de la pauvreté. Alors c'est quoi les abus de la pauvreté? Ben, vous avez des pauvres qui tendent la main parce qu'ils sont pauvres, et puis vous en avez qui font semblant d'être pauvres pour pouvoir berner le public. Et les désordres de la gueuserie organisée existaient effectivement, hein. Mais de là à réduire tous les pauvres à des gueux organisés et à des cours des miracles, il ne faut vraiment pas exagérer. Et l'exagération a été faite. Ces magistrats ont planché pendant des années pour élaborer une institution dans laquelle toute personne prise toute personne qui n'a plus les moyens de se soutenir doit se laisser renfermer, on disait renfermer, dans une institution qui va s'appeler l'hôpital général, avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants dans un troisième. Hein? C'est bien, hein, c'est bien. C'est-à-dire que voilà, t'es pauvre, t'as plus le droit de vivre avec ton mari, avec ta femme, t'as plus le droit de vivre avec tes enfants, les uns d'un côté, d'un côté et les autres de l'autre, et c'est une espèce de dictature absolument terrifiante qui s'est abattue sur les pauvres. Les magistrats ont élaboré un code de l'hôpital général qui est absolument terrifiant. C'est un État dans l'État. Et ils s'arrogent tellement de pouvoir, le pouvoir d'avoir, ils se cooptent entre eux pour pouvoir être administrateur de l'hôpital général. Il faut avoir été coopté par au moins trois autres. Les magistrats ne rendent compte, enfin les administrateurs ne rendent compte qu'à eux-mêmes. Ils ont en principe l'archevêque de Paris qui doit siéger statutairement à l'hôpital général. D'après les statuts, il y siégera jamais. Il y siégera jamais parce qu'on veut pas de témoins extérieurs. Ouais, l'œil de Moscou, ouais. C'est une forme de Moscou. Et cet hôpital général a commencé à fonctionner sous Louis XIV. En période de la sortie de la Fronde, c'est une période de grande misère. C'est la période où on voit apparaître cette très belle figure de Monsieur Vincent, qui deviendra Saint Vincent de Paul au siècle suivant. C'était la bonté personnifiée, la générosité à toute épreuve. J'ai une admiration pour ce Monsieur Vincent extraordinaire. Je suis rentrée là il y a quelque temps dans une église où il y a à Paris, où il est en pied, c'est en pied, en grandeur nature. C'est saisissant, non? On a envie de lui dire bonjour mon père. Il y a des institutions et des EHPAD. Il y a un EHPAD à Paris, Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est magnifique. Il paraît. Ah ouais. Un personnage absolument étonnant. Ouais. Et les magistrats en question détestaient M. Vincent. Ils le haïssaient. Et M. Vincent, lui, il s'est occupé des enfants, de la grande misère des enfants, et il a créé une institution qui s'appelle La Couche, où les mères qui voulaient... qui accouchaient dans des conditions difficiles ou qui étaient obligées d'abandonner leur enfant. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, une mère qui abandonne son enfant, c'est parce qu'elle est obligée par la misère, c'est pas de gaieté de cœur, ça n'existe pas ça. Une mère qui se sépare de son enfant, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement et qu'elle espère que les gens à qui elle le confie s'en occuperont. Donc, M. Vincent, lui, s'est occupé de... Alors, il a vu qu'il y avait des trafics d'enfants, déjà, hein, qu'il y avait des gens qui raflaient des enfants. Donc, il a fait cette institution de La Couche. Et messieurs de l'hôpital général se me disaient « Ah, Monsieur Vincent, vous savez que vous pouvez compter sur nous. » Il a dit « Non, moi vivant, vous n'aurez pas mes gosses. » Et ils les ont eus le lendemain de sa mort, c'est-à-dire le lendemain de la mort de Monsieur Vincent. L'hôpital général a mis la main sur l'institution de La Couche et c'est là que les grands trafics ont pu commencer. Donc ça ne s'est pas vu évidemment tout de suite. D'ailleurs, ça s'est vu parce que je suis allé... Alors on va demander à Chloé pour répartir un peu le temps de parole. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle... Non, mais vas-y, c'est important ce qu'elle dit, Marion. C'est important ce qu'elle dit. Justement, mais sur la pédocriminalité, parce que c'est comme ça, hein, Marion, que tu as découvert cette pédocriminalité. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai découvert. Hein. J'ai découvert que cette institution qui recevait les enfants pour les secourir, en fait, les exploitait et les faisait ressortir. Et un enfant qui rentre dans l'institution de l'hôpital général, il est censé y grandir et il n'est pas censé en ressortir. S'il sort, il faut qu'on sache où il va. S'il va à l'hôpital pour se faire soigner, on dira parti à l'hôtel Dieu tel jour et revenu tel jour. S'il est récupéré par un oncle ou si messieurs de l'administration sont suffisamment bons pour le rendre à un parent, il y aura marqué rendu à son oncle ou à son père ou à sa mère. Et s'il part en apprentissage, il y aura marqué parti chez tel patron. C'est d'ailleurs relativement rare. Et sinon, vous avez des milliers d'enfants, j'en ai relevé des milliers qui sortent pour
Nulle part, et nulle part, ça n'existe pas, nulle part, ça n'existe pas, ils vont forcément quelque part. Et qui contrôle tout ça? Les magistrats qui passent leur temps à faire des misères au roi et à faire des misères à l'archevêque de Paris. Mais l'archevêque de Paris, ils ont fait des misères pique-prendre, hein. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui à un moment donné. C'était une guerre incroyable. Et ça cachait quoi? Un trafic d'enfants gigantesque, gigantesque. Ah ouais, on va demander à Chloé sur le trafic d'enfants. D'abord, je voudrais faire juste une pause publicitaire parce que vous savez qu'on est en partenariat, cette émission maintenant, dorénavant, avec Géopolitique Profonde. Non pas avec que je salue. Mais avec la lettre confidentielle. Je tiens bien à dire, hein, c'est différent. C'est deux médias différents avec la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, donc ce magnifique magazine dont vous pourrez retrouver à la fin de cette émission les coordonnées sous la vidéo. Donc très très gentiment, et puis eu égard un peu à notre savoir-faire journalistique sur cette chaîne, Franck Pengam a décidé par lui-même de vouloir me confier donc la promotion de ce magazine, qui, il est vrai, est très beau, d'abord esthétiquement, et puis vraiment avec des articles de fond dans plein de sujets différents, et qui permettent donc d'avoir un éclairage vraiment de personnes qui s'y connaissent très bien en la matière et qui vous apporter énormément de choses dans plein de domaines différents. Donc, je pense que Marion, tôt ou tard, tu vas écrire dedans, hein, parce que tu fais partie des… J'ai déjà été auteur. Déjà écrit, voilà. J'ai déjà fait un premier article. Ah, bah voilà, donc vous pouvez retrouver Marion. Donc, je suis très fière. Et surtout, vous pouvez être livré donc chez vous dans votre boîte aux lettres, moyennant donc l'inscription à cet abonnement. Chloé, donc on parlait de pédocriminalité. Cette pédocriminalité, donc effectivement, toi aussi, j'imagine, c'est un domaine que tu ne pouvais pas ne pas traiter dans ton livre. C'est un des premiers domaines que j'ai investigué, et d'ailleurs, on s'est vu plusieurs fois, Marion, à des réunions de parents et de victimes de l'ASE, en lien aussi avec le réseau pédocriminel à Bligny, sur Ouche. Hein, c'est le rendez-vous de l'année dernière et de l'année d'avant. On a donné des conférences toutes les deux avec d'autres, et Christophe Caribouman, qu'on salue, sur les origines de cette… Enfin, disons, sur les origines et puis les soutiens de cette pédocriminalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de comprendre les coulisses. Et j'avais présenté les standards de l'OMS il y a 3 ans, qui ont été édictés en 2010 et sur lesquels j'alerte depuis 2015. Et évidemment, on me riait au nez, hein, tous mes proches me disaient « Mais non, tu vois le mal partout, on ne parle pas de masturbation chez les enfants, on leur explique que c'est naturel, entre 0 et 4 ans, c'est normal. » Moi, je dis « Mais non, ce n'est pas normal de parler de sexualité à des enfants, même de leur apporter des principes de sexualité. Ça n'est pas un domaine public, ça n'est pas un domaine de la scolarité de l'école, ça n'est pas à l'institution ou à l'école de donner ces indications, c'est quelque chose de la sphère intime. Et donc la pédocriminalité, je l'ai aussi découverte avec Stan Mayo, avec Yann Lopez, qui est mort il y a maintenant plus d'1 an, pour avoir dénoncé les réseaux au sein de la RTS, de la radio-télévision suisse romande. Et on a été en contact, j'ai été en contact avec pas mal de personnes qui ont vécu des choses de cet ordre-là. Et donc ça m'intéresse dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas encore démocratisé, qui n'est pas encore discuté dans les médias, et sur lesquels les médias, y compris ceux qui se disent d'opposition, en tout cas c'est ceux que je pensais d'opposition à Genève, évidemment il n'y en a aucun dans ceux qui sont subventionnés qui dévoilent ce genre de choses. Et lors de mon réveil, parce que moi j'ai commencé à me réveiller en 2012 seulement, j'ai constaté que même les médias qui vivaient de leurs propres cotisants n'osaient pas s'aventurer sur ce terrain-là. Et c'est là que ça m'a donné envie de creuser davantage. Et pourquoi et pourquoi en fait? Alors pourquoi? Je pense que c'est à eux de répondre, mais je présume parce que ça va taper trop haut, parce que ça risque de leur porter préjudice, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour avoir révélé ces choses-là. Maintenant, c'est beaucoup plus généralisé, disons, la connaissance, elle est beaucoup plus large, donc on ne risque pas ce qu'on risquait il y a quelques années en dévoilant ou en parlant de ces sujets-là. Maintenant, on est trop nombreux à traiter de ces sujets-là pour être en danger, autant qu'il y a, je ne sais pas, même
juste avant le Covid, c'était encore borderline, c'était encore limite. Hein. Donc je pense que des gens risquent leur vie, et d'ailleurs certains en ont payé y ont laissé leur vie. Je pense à Pierre Vaudot, qui est un ami qui dénonçait les réseaux à Genève et à Thonon, et qui a d'abord été mis en hôpital psychiatrique et qui est mystérieusement mort d'une crise cardiaque en 2017, par exemple. Et oui, ça coûte cher de dénoncer ça. Et François de Siebenthal, à qui je pense aussi maintenant, est décédé le 26 juin 2024, après avoir révélé, entre autres, ce qu'il avait vécu, lui, au sein de sa banque, parce qu'il travaillait pour Crédit Suisse, et il avait été invité, il l'a expliqué dans Les Survivantes d'ailleurs, le témoin dans le film Les Survivantes, il avait été invité à une messe de minuit chez l'un des banquiers, et qui donnait sa fille en pâture à tout le monde. Je suis désolée Marion, c'est des choses qu'il a relatées, et il est parti de la soirée, et puis d'autres personnes l'ont retenu en disant mais tu ne vas pas partir. Il a fait si je pars. Il a pris quelques personnes avec lui, et depuis il lui arrive que des ennuis. Il est tombé dans un coma en 2021 qui a duré près d'1 an. Il a été empoisonné en 2017, je me souviens, il a failli mourir, il avait des poches de pus extraterrestres, enfin je dis extraterrestres, c'est une façon de parler, invraisemblables, que les médecins n'avaient jamais vu de leur vie. Il a vécu des menaces de mort, il a eu des cocktails Molotov, il a eu des lettres de menaces devant chez lui, il a eu toutes les menaces qu'on peut imaginer, parce qu'il avait soulevé ces sujets-là. Ah ouais, je sais bien, il était à l'inauguration de l'ANTV, où tu étais également, et puis un jour, en fait, on avait interviewé sur l'ANTV, et lui qui était un homme toujours très, très propre, très digne, avec sa cravate, sa veste, tout ça, il est arrivé complètement hagard, la chemise ouverte, comme ça, sur le plateau. Il voulait vraiment participer à cette émission, et il nous a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été empoisonné. Et on faisait cette émission avec Natacha, et c'est vrai qu'on a eu cet homme qui était pâle comme je sais pas quoi, blanc comme un linge, et qui partait complètement. Je me souviens, et Annie qui doit nous regarder aussi a dû s'en souvenir de cette scène-là, qui était une scène absolument terrible, où il a eu vraiment du mal à respirer, à finir l'émission, et il est quasiment tombé en syncope par la suite, où il est tombé dans un très lourd coma. François de Siebenthal, auquel on pense beaucoup, qui était un des grands résistants suisses. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux, alors on va jongler entre vous deux, hein. Je suis désolé, je suis obligé de faire un peu la répartition. D'accord, moi je suis d'accord. Jongler avec Chloé. Donc Chloé, toi tu es à 11 minutes 24, et toi Marion, tu es à 9 minutes 28. Non, t'inquiète pas. Bon, tu as 2 minutes de retard, alors vas-y Marion. Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais je sais bien, je rigole. On n'est pas dans un débat présidentiel. Dénoncer, dénoncer les gens qui font des messes noires, qui sacrifient leurs enfants à des groupes, enfin, c'est évident que c'est absolument dangereux et au-delà de toute proportion. Mais il y a le simple combat qui consiste à dire ce qu'il y a dans les cours d'éducation sexuelle à l'école, par exemple, ça vous déclenche les foudres de gens qui sont d'une méchanceté, mais d'une violence, c'est incroyable. J'ai donné une conférence à Dinard il y a 1 an et demi, je crois, où je racontais ça, et 2 jours après, il devait y avoir une association qui voulait parler du sujet. Ils ont été interdits de parler par les syndicats. Les syndicats d'enseignants ont interdit à cette association de venir parler du sujet du sexe à l'école. Alors, au hurlement de les fachos dehors, etc., voilà, vous voulez parler de la protection des enfants, vous êtes un facho, c'est bien connu. C'est bien connu. Qu'est-ce qu'un facho? C'est quelqu'un qui veut absolument défendre les enfants. Vous ne saviez pas? Je vous l'apprends. C'est incroyable. Et alors, quand on fait la liste de tous ceux qui défendent le principe de l'éducation à la sexualité, ce qui est insensé, vous avez tout ce qui est institutionnel, syndicats compris. Moi, je suis une ancienne syndicaliste. Les syndicats, je les avais au cœur. Hein. J'ai fait du chemin. On parle aussi dans mon livre des syndicats, parce que j'ai vécu de sacrées histoires avec les syndicats. Incroyable. Mais tout ce qui est institutionnel, je pense que tout ce qui est institutionnel maintenant, et en France, je vois en Suisse également, chère Chloé, je veux bien le croire, mais tout ce qui est institutionnel est totalement entre les mains de ces gens-là. Alors, je ne crois pas que l'intégralité des juges soient des pourris, que l'intégralité des médecins soient des pourris, que l'intégralité des travailleurs sociaux soient des pourris, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan institutionnel, ceux qui tiennent la boutique, ce sont les gens qui sont absolument rigoureusement contre nous et contre notre combat. Alors, et c'est un combat pour changer la tête.
C'est un combat pour changer la tête. Moi, je crois qu'il reste énormément de bons juges, énormément de bons travailleurs sociaux, énormément de bons médecins ou hein, mais c'est pas eux qui tiennent la boutique. C'est pas eux qui tiennent la boutique. Et ceux qui tiennent la boutique, ce sont les gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Et c'est un combat pour la vérité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La vérité, ça n'existe pas. Si. Vous savez ce que j'ai dit un jour à un type qui me dit « Oh, la vérité, tu sais bien que ça n'existe pas. » Ben, je lui ai dit « C'est bien, je vais pouvoir raconter que tu couches avec ta bonne. » Bah, c'est ma vérité. Ça peut faire. Hein? Je le sens. Je le sens. Je lui ai dit « C'est vrai ou c'est pas vrai? » Il y a une vérité. En tout cas, juste pour finir sur ce livre, c'était quand même une période donc très sombre de l'histoire sur laquelle tu as enquêté. L'hôpital général, c'est vrai qu'il y en a certains qui disent que ça n'a jamais existé. Mais toi, ça c'est extraordinaire. Et la Salpêtrière, c'est quoi? Et on peut encore la visiter, hein, la Salpêtrière. Je sais bien, mais à l'époque justement de Voltaire et Diderot et tout ça, il y a eu des contestations par rapport à ça justement. Donc il y avait. Voltaire, il peut que mentir. Voltaire, il peut que mentir. Il disait que. Il peut que mentir. Voltaire, c'est le menteur professionnel. Mais c'est une période aussi, et à la fois, c'est là où j'ai du mal, alors tu vas pouvoir m'éclairer, mais j'ai du mal à comprendre en fait, parce que c'est une période sombre finalement de la royauté, on est bien d'accord. C'est ce qui va mener directement à la révolution, voilà. Donc, c'est ce qui va ébranler, l'autorité. Et quand l'autorité est importante, si vous n'avez plus d'autorité, si l'autorité est ébranlée, bah après c'est le chaos. Et la révolution, c'est le grand chaos. C'est le grand chaos. Et c'est le chaos qui a débouché sur la fin des libertés. Hein. Alors pareil, il y a la liberté relative et la liberté absolue. La liberté absolue, on la rêve, on essaie de la construire. La liberté relative, c'est par rapport à tout ce qu'on nous impose. C'est la liberté pour laquelle on combat pied à pied, jour après jour, pour la conquérir ou la conserver. Donc, cette période extrêmement sombre, en fait, moi, je comprends que c'est la période sur laquelle on a le plus menti. Ce que j'ai découvert, moi, en découvrant le combat des magistrats pour garder la mainmise sur l'hôpital général, c'est ce qu'on nous a appelé une période, c'est ce qu'on nous avait présenté, moi, comme une période où l'Église faisait de l'ingérence dans les affaires laïques, alors que ce que j'ai découvert, c'est que c'est les laïcs qui font de l'ingérence dans les affaires religieuses. C'est-à-dire que les laïcs les juges laïcs sont des gens qui veulent dire le bien et le mal à la place de l'Église, qui veulent dire là, il y a miracle, il n'y a pas miracle à la place de l'Église, qui veut dire l'Église est obligée de donner les sacrements à ce mourant alors que l'Église ne veut pas parce que le mourant n'est pas en état de sainteté, etc. C'est une ingérence permanente des juges laïcs dans les affaires ecclésiastiques. Et là, je suis tombée de l'armoire, je ne soupçonnais pas ça. Et ce que cache cette guerre d'autorité, ce que ça cache, c'est un abominable trafic de petits-enfants. C'est quand même fou. Et c'est le secret le mieux gardé de l'histoire, parce que moi, jusqu'à ce que je découvre ça, j'ai sorti mon livre en 2009, j'ai essoré toutes les archives de l'assistance publique, il n'y a pas trace de ça. Il n'y a pas trace de ça nulle part. Je l'ai découvert parce que j'avais mon idée, d'abord parce que je suis très, très intuitive. Pas la peine de me demander d'avoir de la logique, je suis intuitive, je suis une femme, on ne se refait pas. J'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon… Tu crois que c'est réservé aux femmes, l'intuition? Non, c'est pas réservé, mais c'est pas réservé. Être habillée, il faut aussi une égalité homme-femme. C'est un peu quand même l'intuition aussi. Tu sais, c'est le féminin et le masculin. Il y a des hommes qui ont du batois. Richard, tu as de l'intuition aussi. Et je pense que dans la résistance. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi j'ai raisonné vraiment uniquement par. J'ai suivi mon instinct. Tu sais, il y a un truc là, je veux voir ce que c'est. Je me demande ce que c'est. Bon. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et c'est pas avec la logique. La logique, je m'en sers aussi, mais après. Et j'ai véritablement découvert que tout ce qu'on nous avait raconté, tout ce qu'on m'avait raconté à moi quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école, quand j'étais même quand j'étais à la fac, sur l'opposition qui précède la Révolution, l'opposition à l'autorité du roi, l'opposition à l'autorité de l'Église, c'est une opposition de salopards qui ne veulent absolument pas obéir à la loi de tout le monde, qui veulent faire comme ils l'entendent et qui font du trafic d'enfants, c'est quand même pas rien, et du trafic de pauvres, enfin c'est vraiment abominable, ce qu'ils font. Et au début, quand je faisais
je faisais mes recherches et que je lisais les mémorialistes et que j'avançais dans l'histoire, je me disais vivement la Révolution, vivement la Révolution. Je m'imaginais qu'arrivé à la Révolution, tout ça, ça allait exploser. Tiens, je t'en fous. Arrivé à la Révolution, on met son mouchoir par-dessus, on remplace les anciens par les nouveaux et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'ASE aujourd'hui, ça n'est ni plus ni moins que la continuation très exacte de l'état d'esprit de l'hôpital général et des façons de faire de l'hôpital général. Ça n'a pas bougé. Et c'est ce que j'ai dit à cette fameuse réunion où nous étions, Chloé, hein, où on avait rencontré toutes ces à Bligny-sur-Ouche. Il y a une travailleuse sociale qui a dit qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait dans les services sociaux. Elle essayait vraiment d'être une travailleuse sociale dévouée à la cause vraiment du bien des gens dont elle s'occupait. Et elle était confrontée à tous les problèmes qu'on sait, en fait, cette inhumanité de fonctionnement des services sociaux. Et puis un jour, elle a lu mon livre, La Marche Rouge, elle a dit « j'ai tout compris. » Brusquement, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Et c'est vrai qu'avec le regard de l'histoire, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Et je suis vraiment très fière de ce livre-là, La Marche Rouge. Alors pourquoi La Marche Rouge? Parce que c'est en référence à la marche blanche des parents révoltés de l'affaire du Trou. Quand la réalité d'un réseau pédocriminel en Belgique est devenue évidente, les gens sont sortis avec des petits ballons blancs, des foulards blancs, le blanc de l'innocence. Donc on a appelé ça la marche blanche. Moi, j'ai appelé ça la marche rouge parce qu'en 1750, quand il y a eu un instant T où les enlèvements d'enfants et les trafics d'enfants ont été visibles et les gens n'ont pas su pour autant ce qu'étaient devenus ces enfants. Mais à un moment donné, la police s'est mise à ramasser des enfants dans les rues et il y a eu une révolte, mais une révolte. Paris était en état de siège. Et ce livre raconte non seulement les tenants et les aboutissants de l'institution, mais comment à un moment donné, la population parisienne, la population des parents, des grands frères, des sœurs, des oncles, des tantes et des voisins, quand ils ont compris qu'on enlevait des enfants et qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, ils ont mis Paris en état de siège. Ça a été extrêmement violent et je raconte tout ça alors, aux petits oignons. Marion. La rue Machin Chouette et tout. Oui. Excuse-moi, mais il y a un truc que je ne comprends pas quand même derrière tout ça. Toi, tu es l'historienne de référence qui montre en fait comment la révolution aujourd'hui française a perverti les mœurs, a perverti nos différentes institutions et a gangréné le pouvoir en place, comment cette révolution a créé la maçonnerie qui elle-même a créé tout le reste. Mais, voilà. Bon, bref, c'est quelqu'un qui en gros démolit la révolution. Je caricature, pardonne-moi, tu vois ce que je veux dire, c'est des raccourcis journalistiques. Bon, je comprends ce que tu veux dire, oui. Tu vas me haïr d'avoir dit ça. Mais tu mets le doigt, et ton livre préféré, c'est un livre qui met le doigt en fait sur la période, si j'ai bien compris, hein, j'ai peut-être rien compris, mais pré-révolutionnaire, avec des institutions qui ont été mises en place par la royauté. Non, pas par la royauté, non. Non, sous la royauté. Sous la royauté. Le plan de l'institution de l'hôpital général a été fait pour être une machine de guerre contre la royauté. Le roi n'y a vu que du bleu. Louis XIV, quand il a… Du rouge au bleu, du blanc, bleu, blanc, rouge. Le roi Louis XIV a signé l'édit d'institution de l'hôpital général, vraisemblablement sans avoir compris ce qu'il y avait derrière. Pourquoi? Parce qu'il sortait de guerre civile, il fallait absolument apaiser le royaume, il fallait remettre la France au travail et remettre vraiment les institutions en mode de fonctionnement. On lui a dit, les magistrats qui lui avaient causé toutes les misères possibles pendant la fronde, parce que les magistrats, ils étaient frondeurs. Les magistrats veulent s'occuper des pauvres. Très bien, ils veulent s'occuper des pauvres. C'est ça qu'ils veulent. Et il n'a pas compris ce qu'il y avait derrière. D'abord, personne n'a compris ce qu'il y avait derrière. Le trafic d'enfants, personne ne les a soupçonnés. Il a fallu que moi, je les découvre au début des années 2000. Hein. C'est moi qui les ai découverts et il n'y avait aucune trace ailleurs. Mais de toute façon, peu importe. On a bien enlevé à un moment donné les enfants dans les rues, mais c'était prétendument, on a dit c'est pour envoyer aux îles, c'est du trafic, etc. Bref, peu importe. Pourquoi est-ce que le roi a accepté de fonder l'hôpital général? C'est parce que, c'est mon interprétation, il a dit, les magistrats veulent ça pour qu'ils me foutent la paix, je leur donne. Et il n'a pas compris ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, c'est une institution… Il n'y avait pas une perversion de sa part derrière, non? Ah, de la part du roi, du tout. Le roi, il voulait avoir la paix. Il voulait, en plus de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la gueuserie
fautive existait véritablement. On ne peut pas dire que les gueux étaient tous des menteurs, c'est complètement faux. Il y avait une authentique misère. Mais il y avait également des gens qui exploitaient la misère pour faire ce qu'on appelait les cours des miracles. Bon, donc il a fallu mettre de l'ordre. Il a fallu remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre à un roi, c'est également ça il est également là pour ça. Donc, la proposition des magistrats de créer l'hôpital général a reçu une oreille favorable de la part du roi qui dit, bon, bah d'accord, allez, entendu, on va remettre, en plus de ça, à l'hôpital général, les mendiants qui sont à l'extérieur, on va les faire travailler. Bah, pourquoi pas. Ouais. Personne ne peut imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est concentrationnaire. L'hôpital général, c'est concentrationnaire. Mais pour le savoir, il fallait pouvoir aller y voir ce qui se passait et c'était organisé de telle manière que personne ne pouvait aller y voir. Et le jour où Louis XVI, c'est-à-dire 100 ans plus tard, va voir, le roi est accablé de plaintes sur les violences, sur la concussion, c'est invraisemblable ce qui se passe à l'hôpital général. Le roi reçoit plainte sur plainte. Il va voir Monseigneur de Beaumont qui vient de choisir comme, enfin c'est le roi qui choisit puis c'est le pape qui hein, bon, bref, le Monseigneur de Beaumont devient archevêque de Paris. Ouais. Et le roi le fait venir en disant, Monseigneur, vous allez aller siéger à l'hôpital général. Savez-vous ce qu'a fait Monseigneur? Il a plongé en disant, Majesté, par pitié, n'en faites rien. C'est un ordre, allez-y. Et il y est allé, et la guerre a commencé. C'est effrayant. Il n'a pas pu siéger. Il a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Il n'a pas pu aller voir ce qui s'y passait. Ça a été la bronca, la grève générale, la grève des donations. C'est inimaginable ce qui s'est passé. Ça a duré des années, et à un moment donné, tout s'est calmé. On a l'impression que le roi avait eu gain de cause, les magistrats ont dit, bon, bah d'accord, hein, puis hop, au dernier moment, le roi leur rend toutes leurs prérogatives et c'est reparti comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne sait pas qu'il y avait du trafic d'enfants, d'une part, si on ne sait pas que de l'autre côté, on mettait des petites filles qui n'avaient pas l'âge dans le lit du roi, on ne comprend pas. Et le roi n'était pas ce qu'on appelle un grand pervers, parce que j'ai étudié le truc, je crois que je connais un petit peu bien. Le roi était coupable, c'est incontestable. Mais il n'était pas pervers, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à consommer des gamines. On lui mettait dans le lit et il consommait. On lui mettait dans le lit. C'est-à-dire que le roi a été corrompu. Il n'était pas corrupteur, il a été corrompu. Et alors, comme il était le roi, c'est de sa responsabilité. On ne retire pas la responsabilité du roi. Mais il n'était pas en position. Pardon, il n'était pas en position, du fait qu'il était fragilisé par ça, il n'était pas en position de taper du poing sur la table et de dire aux magistrats ce qu'il aurait dû leur dire tout de suite. Et quand il a commencé à le dire, après, il y a un enchaînement qui fait que ce qu'on n'a pas fait au bon moment, après, il est trop tard pour le faire. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce que tu dénonces, j'ai bien compris à travers tout ça, c'est d'abord cette institution qui était complètement pourrie. La Révolution aurait censé vouloir abattre cette institution, mais en fait… alors qu'elle l'a absorbée. Ouais, c'est ça le problème. C'est que, en fait, sous couvert de quelque chose, au nom de votre sécurité, au nom d'un bonheur assuré, finalement, on nous la met encore plus bas que terre aujourd'hui. Quand on entend tout ça, Chloé, avec ta connaissance que tu as de tous ces pays européens, on sait que tu as vécu en Belgique, on sait que tu vis en Suisse aujourd'hui, on sait que, en tout cas, tu as vécu en Belgique. Quels sont tes liens avec la Belgique? À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, tu te trompes, Richard. Ma famille maternelle est de Belgique. J'y ai passé tous mes Noëls. Voilà, ta famille maternelle est de Belgique. Tu as des liens avec la Belgique. Quand tu es avec ta connaissance qui est la tienne, avec cette vision un peu globale, pan-européenne qui est la tienne, et quand tu entends des affaires comme ça, tu te dis qu'on situe, nous, aujourd'hui, Français, à quelle époque, avec ce roi clé de l'Élysée, là? Est-ce que tu as une période de l'histoire? Moi, je suis pas devant, Richard. Moi, j'aime bien fouiller les archives. Je ne suis pas historienne comme Marion. Mais là, par exemple, pendant que vous parliez, j'étais en train de regarder l'origine de l'hôpital général et j'ai vu qu'à Genève, on avait une institution qui s'appelle l'hôpital général et qui a été créée en 1535, abolie, transformée en 1869, qui s'appelle aujourd'hui l'hospice général. Et en fait, c'est le même principe que ce que tu décris, Marion. On nous dit que l'hôpital général sert à la fois d'établissement de soins et d'orphelinat et d'asile pour les pauvres et personnes âgées. Voilà. Donc, c'est la même chose. Et en fait, ce que ça me faisait penser en vous écoutant, c'est que c'est toujours au prétexte de vouloir aider, de vouloir soutenir, de vouloir assister, alors qu'on leur a rien demandé, les pauvres, les mères, les étrangers,
les malades, etc., et qu'on leur fait subir les pires traitements, qu'on les prend comme pour des cobayes, qu'on leur vole leurs enfants, qu'on les expérimente. Et c'est toujours soi-disant pour le bien. C'est comme la défense en Ukraine. Hein. On tue tout le monde, tous les Ukrainiens y passent, mais c'est pour l'Ukraine. Hein. C'est toujours pour leur bien. C'est pour leur bien. C'est toujours pour leur bien. Quand quelqu'un décide à notre place qui est bon pour nous, c'est non, quoi. C'est là qu'on doit avoir. Avec Chloé, il y a un autre domaine. On ne peut pas ne pas l'évoquer. Et tu vas en parler. C'est la picouse. La médecine. La picouse, au nom de votre sécurité. Je disais les malades. Je parlais de la santé. C'est pareil. La picouse, tout ce qui est méthode unique et imposée pour notre bien, c'est lanterne rouge. Hein. C'est warning. Bon, ça, je pense que les gens qui nous écoutent le savent. Hein. Mais c'est intéressant de voir le parallèle qui est fait. La méthode qui est toujours la même. C'est toujours... On va vous apporter ce dont vous avez besoin. On a créé le problème, mais ça, on ne vous le dit pas. Et on vous donne la solution à ce problème. Et c'est pour votre bien. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous méfiez pas, faites-nous confiance. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on Ayez confiance. Ayez confiance. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous entendez ça, vous courez. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que si au lieu de ces institutions, on avait un mode de fonctionnement local, alors pour ça, il faut une... C'était possible au temps où la religion était dominante, où on avait la même, comment dirais-je, on relevait des mêmes valeurs. Donc voilà, aller voir le curé en disant il y a un problème là, il y a une famille où ça se passe pas bien et tout. Le curé fait le lien et la société elle-même, elle résout le problème. J'ai vu ça notamment chez les Palestiniens, hein, parce que j'ai vécu un peu en Palestine. Quand il y a un souci dans une famille, il y a la famille élargie qui s'en occupe. Il n'y a pas une institution qui arrive de l'extérieur en disant il y a un problème dans cette famille, toc, je prends. Le problème vient de ce que l'institution est extérieure à la société et qu'elle se colle par-dessus. Mais si les gens avaient véritablement autorité sur leur vie quotidienne, ça ne se passerait pas comme ça. Il ne pourrait pas y avoir de trafic d'enfants, il ne pourrait pas y avoir de picouse obligatoire. C'est parce que les gens auraient véritablement la main sur la décision les concernant. Et plus le temps passe, et plus les décisions sont prises loin des gens. À l'heure actuelle, on a un OMS, c'est-à-dire qu'on sait… Toi, Chloé, tu connais l'OMS, mais la plupart des gens, ils ne savent même pas où c'est, tu vois, qui décide qu'on va… Attendez… Ouais. Mais c'est totalement nouveau, ça. Mais Chloé, avant, les décisions essentielles étaient prises localement par les gens. Et à partir du moment où vous avez une institution, quelle qu'elle soit, qui prend le pouvoir, mais tous les abus sont permis. Tous les abus sont permis. Quand on centralise les décisions, c'est là qu'il y a les abus. Mais oui. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que Chloé, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Chloé, c'est vraiment la première, on peut le dire, qui, à l'occasion d'une minute exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, je dis la minute, mais bon, c'était pas une minute, hein, c'était au moins 13 minutes, non, à peu près. Non 21 minutes. Tu parles de la vidéo de Bangavi ? Ouais. Elle nous a ouvert les yeux sur ces institutions donc à Genève qui étaient complètement pourries. J'en parle dans le livre aussi. Encore plus les unes que les autres. On passait d'un bâtiment à l'autre, mais c'était, tu sens du reste. Moi, franchement, autant j'adore la Suisse. Hein, j'y ai vécu pendant longtemps, à la fois en famille, et puis ensuite, je suis retourné. Comme tu sais, j'ai été sur place pendant très longtemps. Et franchement, autant la Suisse est merveilleuse. C'est un pays où il fait bon vivre. Bon, trop cher, il est abordable. Je pourrais plus y vivre là-bas. Je veux dire, c'est réservé à une élite. Hein. Mais autant Genève, on a l'impression que c'est une autre partie, c'est une zone d'extraterritorialité à l'intérieur même de la Suisse où ça pue, où tout est dégueulasse. Franchement, les vibrations sont extrêmement basses à Genève, alors que partout ailleurs en Suisse, elles sont très hautes. Tu es d'accord avec ça ou pas? Toi qui vis là-bas à Genève. Il y a une chape de plomb quand j'y vais, là j'y vais de moins en moins, où je me sens comme étouffée en fait, comme si on me mettait un coussin, ça c'est gentil, hein. Une espèce un édredon, on va dire. Ouais, un truc super dense et super toxique sur la tête qui m'empêche même de penser
enfin, je sais pas comment dire, il manque d'espace, quoi. C'est vraiment un truc qui nous empêche de penser librement, de vivre librement, d'être heureux, d'être insouciant. Il y a une sorte d'inquiétude qui nous, en tout cas moi, qui arrive sur moi maintenant chaque fois que je reviens à Genève. Il y a vraiment une lourdeur, il y a vraiment une lourdeur qui est physique, qui est palpable. J'invite les gens qui ne me connaissent pas à venir et donner leur avis. Maintenant, ils sont 43. Il y a 43 organisations internationales. Ça, c'est nouveau parce que c'était 39 jusque-là. Il y en a 4 nouvelles. Sur les... C'est combien en tout? Je crois que c'est 45. Bah, c'était 45 à l'époque en Suisse. Elles sont concentrées à Genève, les organisations internationales. Et là, justement, on a mangé ce midi avec quelqu'un qui a travaillé à l'ONU. Il nous expliquait les privilèges. Alors, je savais qu'il y avait des privilèges quand on est fonctionnaire international, comme on dit pudiquement. Quand on travaille dans une organisation internationale, on n'a aucun impôt à payer. On ne peut pas être poursuivi par la justice. On a toutes nos amendes qui sont remboursées. On a des salaires. Il nous parlait de 210 000 francs suisses par mois. Par mois. Des personnes, lui, il n'en avait que 100 000 par mois. Il était dans l'informatique. T'imagines, forcément, les gens qui ont une famille, qui s'habituent à un train de vie qui est princier, qui est régalien, ne veulent plus lâcher et vendre leur âme pour rester dans ces institutions. Mais c'est des mini-mafias, en fait. C'est des États dans l'État qui décident à la place, qui ont plus de privilèges que les fonctionnaires de l'État, par exemple, et qui décident, sans être élus, bien sûr, de ce qui va se passer dans la ville. Genève est vraiment aux mains des lobbies et des associations, etc. J'en ai fait les frais, et j'en parle dans le livre aussi. Genève, moi, c'est la ville, c'est compliqué de vivre à Genève. Il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Et c'est tellement beau par ailleurs. Et oui, mais c'est les paradoxes. C'est la beauté esthétique, mais vibratoirement, ça ne va pas. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends, ouais. Bon, toi, Marion, tu as décidé de vivre. Toi, tu es du côté de la Bourgogne, hein, c'est ça? On va pas Moi, je suis bourguignonne. Je suis retournée sur la terre de mes aïeux. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Alors, mes parents sont de Reims, mais mes aïeux sont de Bourgogne. Donc, voilà, j'ai glissé sur la carte. Je suis née à Paris. Hein. Mais voilà, je suis bourguignonne. Et je vais de temps en temps en Suisse. Je suis allée en Suisse un certain nombre de fois. Et j'ai vu Chloé la dernière fois que j'y suis allée. J'ai d'ailleurs eu quelques problèmes. Enfin bon, non, c'est une autre histoire. Ça. Alors, j'ai fait plusieurs conférences en Suisse. Aujourd'hui, dans le cadre que vous venez, parce qu'on vit vraiment, et on va terminer dans une quinzaine de minutes. Donc, il faudrait que vous soyez très synthétiques l'une et l'autre, là maintenant. Mais la question est vitale, parce que même en regardant le chat, je m'en aperçois. C'est vraiment aujourd'hui, on est à un tournant, on l'a dit, de l'histoire. Donc, les plaques tectoniques sont en train de bouger singulièrement. On a du mal à savoir le vrai du faux. Nous, on espérait la fin de Biden comme jamais, cette administration pourrie, cet état profond, cette guerre qui n'en était pas une là-bas en Ukraine, le fils Biden, BlackRock et toutes les institutions là-bas qui trustaient toutes les terres là-bas sur place, d'où on a compris la guerre. Bon, il se trouve que par le plus grand des hasards, le plus grand des miracles, tu parlais de miracles, Marion, tout à l'heure, il y a une autre administration qui est arrivée. Certes, elle est peut-être pas géniale, mais en tous les cas, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est quand même, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et pourtant, je reçois encore, on dit, Ricardo, mais il faut pas être trop trumpiste, c'est en train de se tramer derrière, c'est pourri avec l'intelligence artificielle, avec le transhumanisme, avec Musk, avec les étoiles, avec les puces dans les... Mais à qui croire, enfin? À qui croire? Je veux dire, on vit le moment présent. Moi, je suis pas prévisionniste, je suis journaliste. Journaliste, c'est journalier, c'est quotidien. Je note ce qui va bien, et si demain Trump fait une connerie, je serai le premier à le dénoncer. Mais aujourd'hui, franchement, à part peut-être dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, ce qu'il a dit avec Gaza-Plage et la Côte d'Azur ressuscitée, ça pouvait choquer effectivement les esprits, et on a été les premiers à s'en inquiéter, mais les mêmes personnes sont revenues après en disant finalement il y a une autre lecture. Bon, je vais pas faire dans chaque émission la restauration et plaider pour sa cause. Je suis pas un avocat, je suis pas l'avocat de Trump, mais franchement, vous en pensez quoi, vous, mesdames, de cela aujourd'hui, de ce tournant?
Moi, je pense qu'il y a un tournant, par exemple, quand Trump dit il n'y a que deux sexes, un homme et une femme, ça va très, 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 très loin. Parce que dans les dingueries de la sexualisation à outrance en cours, il y a les pseudo-changements de sexe qui n'ont jamais existé, jamais personne n'a jamais changé de sexe. En fait, il y a une espèce de mouvement qui consiste à organiser la castration, donc définitive, parce qu'une castration c'est définitive, de toute une génération qu'on convainc qu'ils vont pouvoir changer de sexe et qu'ils vont prendre des hormones et que tout va aller bien. C'est une véritable destruction de l'humanité, c'est une épouvante. Quand j'entends Trump dire il n'y a que deux sexes, un homme et une femme, point, alors là, je me dis, il se passe quelque chose. Qu'il fasse des conneries éventuellement, bon, puis je ne vois pas pourquoi il n'en ferait pas, parce qu'il n'est pas Dieu le Père, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il va dire et qu'il va aller dans le bon sens. Moi, dans mon combat à moi, qui est le combat contre la sexualisation des enfants, contre l'éducation sexuelle à l'école, on n'a pas à éduquer à quoi que ce soit à l'école concernant le sexe. Il faut protéger les enfants du sexe. À mon avis, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis va dans le bon sens et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Enfin, vraiment, et vous savez, je suis invité absolument partout pour aller parler de ces sujets-là, ici et là, et je sais que l'opposition est très, très virulente, mais ben, tant pis, on fait front. Hein. J'ai été attaqué plusieurs fois. Hein. Et voilà, moi, j'ai pas laissé des plumes, mais ça pourrait. Bon, ben voilà, je continue. Chloé. Et fait, bien faire, me disait mon père, bien faire et laisser dire. Bien faire et laisser dire. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais bon, moi je l'ai déjà dit nombreuses fois, je ne crois pas au sauveur et je ne crois pas en un homme providentiel, ni en un messie. Je prends ce qu'il y a à prendre et les choses bonnes, comme tu disais, Richard, je les prends et les choses qui ne sont pas bonnes, je les laisse. Et Trump est loin d'être parfait, et comme tout le monde. Et je ne pense pas qu'il soit sataniste. Ah, certainement. C'est ça le plus important pour moi pour l'instant. Et effectivement, ce qui me fait un peu peur, même beaucoup peur, c'est tout ce qui est transhumanisme, intelligence artificielle utilisée de façon excessive. Délégation de notre humanité à des machines, etc. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je le dénonce depuis longtemps. Mais tout ce qui est liberté d'expression, réintégration du bon sens avec l'homme et la femme, avec la sortie des accords de Paris, de l'OMS, de tout ce qui est climatisme, de toute la folie qui nous pousse à devenir des esclaves encore plus rapidement que ce qu'on était jusqu'à présent, au prétexte de préservation de la planète et autres causes dévoyées, je dirais, va dans le bon sens. Après, on est attentif. Moi, je suis contente que Cash Patel, par exemple, soit aux commandes au FBI. Il a dénoncé l'arnaque du Capitole, entre autres, que Tulsi Gabbard elle soit au renseignement. Elle dénonce beaucoup de choses aussi. Je pense que ces personnes-là ont le mérite d'être plus, je dirais, franches et transparentes. Peut-être pas autant qu'on l'aimerait, mais beaucoup plus que les prédécesseurs, qu'ils osent mettre les pieds dans le plat, qu'ils osent dire ce qu'ils pensent, en tout cas qu'ils osent employer des formules qui ne sont pas des narratifs, comme Macron, par exemple, quand il récite son texte avec la guerre, avec le fait qu'il faut se préparer à faire la paix, mais en faisant la guerre, etc., et en prenant les biens de tout le monde. On est avec des gens qui parlent cru. Et moi, j'aime bien cette façon de s'exprimer. Pour moi, c'est ces signes qu'on est plus dans le direct, dans la franchise. Voilà. J'aime pas les gens qui nous voient, qui font des mieleries, qui font semblant, qui se passent de la pommade, etc. Bon, à voir. Hein. Et encore une fois, je ne crois personne sur parole. Je ne fais confiance à personne et on verra. Surtout pas à des personnes qui ont des responsabilités et on verra au cas par cas. Mais ne brûlons pas... ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ne préjugeons pas et voyons ce qui se passe et restons attentifs. On est assez grands. Alors, imaginons juste, on va faire juste un peu de prospective, mais là aujourd'hui, à date, s'il y avait par exemple des élections anticipées, vous, concrètement, vous voteriez pour qui? Et ça, c'est la première question. Et deuxième question en une, parce que le temps presse, donc je suis obligé de grouper les questions. Est-ce qu'un retour à la royauté aujourd'hui, évoqué par certains, serait salutaire d'après vous? Marion. Je pense que pour qu'un roi émerge, il faudrait qu'un personnage émerge, il faudrait que quelqu'un le mérite,
il faudrait réélire un nouveau roi comme le premier roi a été élu. Il a été élu par son environnement. Je pense qu'une royauté serait certainement souhaitable à la condition que la société, par la base, se soit remise au travail, se soit remise à fonctionner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les décisions sont prises de plus en plus loin des gens. Il faut remettre le pays au travail, recommencer la production locale, recommencer les échanges locaux et que les gens reprennent la main et leurs décisions concernant leur vie. Et une fois que chaque communauté locale se sera réorganisée et aura recommencé les réseaux entre les uns et les autres, les réseaux de proximité ensuite un petit peu plus loin, on verra pour organiser l'élection éventuelle d'un roi qui pourrait éventuellement devenir héréditaire. Pourquoi pas? Parce que ça évite les guerres de succession. L'hérédité, ça évite les guerres de succession. C'est tout simple. La Pologne est un pays où la royauté était élective et il y a une guerre à chaque. Enfin bon, c'était impossible à gérer sereinement. Donc le principe du roi, c'est un très très bon principe, mais je pense qu'il faut qu'un roi émerge. Il faut qu'un roi émerge, qu'il le mérite, qu'il fasse ses preuves, mais surtout que la France, elle, recommence à se remettre au travail et se remettre à produire à partir de la base. Et tout reviendra de la base. Tout démarrera de la base. La société d'Ancien Régime, les communautés, les métiers étaient maîtres chez eux, les villages étaient maîtres chez eux, et le roi était là pour les conflits, pour arbitrer les conflits. Donc la société, elle était auto-gérée. Les métiers, les villages, les villes, les communautés, tout ça, ça fonctionnait comme ça. Et c'est la Révolution qui a tout renversé en disant vous allez avoir des représentants, et les représentants, à l'origine, on imaginait que les représentants allaient représenter la base au sommet. En fait, les représentants et la courroie de transmission du sommet vers la base. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Donc, je pense que l'Ancien Régime était beaucoup plus sain. Maintenant, il s'est effondré pour tout un tas de raisons absolument objectives et incontestables. Mais le principe de retourner rendre à la base son pouvoir de décision et de production. Il faut reproduire, il faut recommencer, il faut se remettre au travail et recommencer à produire, et que les compétences médicales obéissent à leur éthique médicale et pas à des dictates arrivés de suivre Madame Chloé Framery qui nous a très très bien expliqué ça un certain nombre de fois. Et voilà. Ouais. Je suis d'accord avec Marion dans le sens où la pyramide, moi, je n'y crois pas. Je pense que il n'y a aucune décision centralisée ne sera satisfaisante. Il faut des décisions organiques à l'échelle locale qui ensuite peut-être peuvent être coordonnées, mais uniquement en termes d'organisation et non de décision comme c'est le cas maintenant. Et pour moi, c'est le rôle de la personne qui pourrait Chloé, excuse-moi, mais on a vécu ensemble. Les gens vont croire qu'on a vécu ensemble, on n'a pas vécu ensemble. Non, mais on était ensemble sur les grandes manifestations, grandes manifestations, et c'est vrai qu'on a vu les gilets jaunes. Ça a été un courant fédérateur extraordinaire. On avait des pépites dans les yeux en voyant ça. On était devant, dans ces ronds-points, dans la foule, mais c'était merveilleux. À Paris, dans les gaz, avec nos masques et nos lunettes, moi je me souviendrai toute ma vie. Du 1er mai 2017, toi tu n'étais pas, on ne se connaissait pas, mais 1er mai 2017, qu'est-ce que je raconte 2018, non, 2019, parce que c'était. 2019, ouais. 1er mai 2019, tous à Paris. Avec des gaz dans tous les sens et les mensonges de la salpêtrière. Tu te rappelles, Marion, où ils avaient dit à la télé que les manifestants avaient poursuivi, je ne sais pas qui, les forces de police, alors que c'était exactement l'inverse. Les menteurs, on nous enlevait notre matériel, on nous a pris nos gilets. Les masques, à ce moment-là, je mettais un masque. Hein. C'est le seul moment de ma vie où j'ai mis un masque pour me protéger des gaz. Et puis les lunettes de protection, on nous les enlevait au prétexte que c'était des armes potentielles une fois partie de la manif. Non, c'était incroyable, mais c'est des émotions qu'on a vécues avec un sentiment de se fédérer tous ensemble qui a été cassé avec le Covid. Moi, je pense qu'il y a aussi. Est-ce que ça va reprendre? Regardez ça. Je vous mets un visuel.
voilà, c'était quand même des super souvenirs et une sorte de revival, figure-toi, Chloé et Marion, figurez-vous qu'à l'heure actuelle, là, il paraît que ça revient beaucoup sur le devant de la scène. Alors, est-ce que ça doit passer par les manifs? Est-ce que ça doit passer? Mais tout ça pour te dire quand même, Chloé, qu'il y avait besoin quand même d'une organisation centralisée. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un leader. Je veux dire, je ne sais pas qui était là, ultra brillant, Xavier Moreau hier, Hervé Moreau, un autre qui est très très brillant, des Saint-Cyriens et tout ça, qui sont des hommes d'armée, qui sont des hommes qui sont des militaires. Mais ils sont là, mais ils nous donnent des conseils, on les écoute. Même dans des organisations ultra bien organisées, ultra bien orchestrées, il faut quand même, au bout d'un moment, qu'il y ait un pouvoir de décision qui soit centralisé autour de quelqu'un. Zut! Non, pas la décision. Tous ces Saint-Cyriens, ils sont importants pour nous donner des conseils, pour nous donner des directives, pas pour décider à notre place. Merci. Moi, j'aime beaucoup écouter Juvin Brunet, j'aime beaucoup écouter Xavier Moreau, mais pas qu'ils décident à ma place. Exactement. Ils nous donnent des conseils, ils nous donnent leur savoir et ils sont indispensables. Et je les aime, j'y tiens beaucoup, mais pas pour qu'ils décident à ma place. Ben oui, bon, alors il faut pas en gros, il faut pas qu'il y ait de puissance au pouvoir, il faut pas que quelqu'un essaye de drainer. Mais ça fait pas partie un peu aussi, toi Marion qui connais très bien ces périodes-là et mieux que personne. Est-ce que ça fait pas partie de la révolution où on a coupé toutes les têtes? Dès qu'une tête qui dépasse, on la coupe, toi? Si, mais de toute façon, la révolution, c'est dès que le peuple exprime ce qu'il veut véritablement, c'est la terreur. Hein. La révolution, elle a été déclenchée pour, de la part du peuple. Ce que le peuple exprimait à la révolution, c'est son rejet de ce qu'on lui a imposé immédiatement après. C'est-à-dire que la montée de la révolution, vers la révolution, c'est la montée du libéralisme, c'est-à-dire la fin de la police des grains, le capitalisme sauvage. Le peuple sort dans les rues pour dire qu'il n'en veut pas et du coup, cric-crac, on constitutionnalise et on fait la loi martiale pour ceux qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment le grand cocufiage dans la grande largeur. Hein. Ce que voulaient les masses à la Révolution française, c'est justement l'inverse de ce qu'on lui a imposé. Juste l'inverse. Bon. Donc, toutes les violences de la Révolution, ça a été systématiquement contre tous ceux qui s'opposaient à ce qu'on a imposé. La Révolution, c'est une dictature absolument abominable, mais de A à Z, quoi, de A à Z. Le peuple dit taxation, et on fait la loi martiale pour tout rassemblement de plus de 3 personnes. Pour taxer, il faut être plus de 3. Hein. Taxer, c'est-à-dire, taxer, c'est fixer le taux du pain. Tu fais fixer le taux du blé. Donc, quand les gens disent taxation, et qu'on leur dit loi martiale au bout de la loi martiale à partir de 3-4 personnes qui se rassemblent, comment voulez-vous taxer si on n'est pas plusieurs? C'est juste pas possible. Donc, la Révolution a systématiquement imposé au peuple ce que le peuple ne voulait pas. Voilà. Ok. Alors, malheureusement, on va être obligé malheureusement de conclure dans un instant. Vous allez nous rappeler, notamment Chloé, Marion, j'ai mis les références de ton livre là-dessus. Je ne sais pas, tu as pu. Est-ce que tu peux mettre un lien est-ce que je peux t'envoyer ça, un lien vers le lien, moi je le mets, Marion. Vers Book Édition. Voilà. Et toi, Chloé aussi, mets ton lien. C'est important. Et surtout, attendez, avant de mettre alors ça, effectivement, ça c'est pour commander. Il va sur mon site et il y a le lien pour. Bien sûr, c'est pour commander le livre, c'est très important. Vas-y. Attends, il faut que les gens notent. Attends, doucement. Facile, chloéframerie.ch, sans accent. Voilà. Ça, c'est mon site. Ça, c'est ton site internet et là-dessus, on peut commander en ligne. Oui, il y a un lien pour aller sur la page de précommande. D'accord. Moi, j'ai peur si je lâche l'écran là que ça bloblote. Si vous pouvez le faire pour moi. Attends, parce que juste avant, on va donner, mais juste avant, il y a des gens qui demandent. Il y a des gens. Moi, je dis Book Édition parce que c'est un mot français, une société française. Je ne veux pas dire Book Edition. Sorry, mais book, c'est anglais, ma chère. Oui, je sais. Et c'est une société française, donc ça m'énerve. Donc, je dis Book Édition. Si tu veux dire Book Edition, je veux bien. Book Édition. Et après la marche. Marion Sigaud. Book Édition Marion Sigaud, t'arrives sur mon site. Voilà. Alors, juste, bon, ça c'est un peu les cuisines. Donc là, le public, on va le mettre, on va inscrire. Des nouvelles on nous demande des nouvelles de Natacha, figurez-vous. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Alors, tu l'as eu au téléphone aujourd'hui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Vas-y.
Elle va Ça va bien. mieux, hein, ça va mieux, elle m'a dit. Elle se repose, elle est ravie de la cagnotte qu'on a faite. D'ailleurs, j'en profite pour dire que jusqu'à minuit, la cagnotte pour aider Natacha est encore ouverte. À partir de minuit, c'est trop tard. Donc, si vous pouvez encore lui donner un petit coup de pouce, ouais, c'était jusqu'à ce soir minuit. Là, il est 22h38, il vous reste 1h22. Donc, c'est le moment ou jamais. Je vous rappelle que son AAH, c'est quoi? C'est allocation adulte handicapé, a été coupé début février pour des raisons inconnues. Et qu'elle a plus que l'aide au logement de 200 et quelques euros pour payer son loyer et que je vous épargne tous les frais inhérents à sa maladie, à ses déplacements, etc. Mais là, elle passe un bon moment dans une petite ville française qui lui fait du bien avec son petit chien et on lui envoie, en tout cas moi, je lui envoie plein de gros bisous. C'est vraiment une belle âme. Oui. Voilà, qui fait On l'embrasse très fort aussi. On l'embrasse très fort. Natacha, à qui on pense, effectivement, elle nous a remercié parce que, particulièrement, parce qu'il y a eu énormément d'aide en sa faveur, en tout cas de sollicitations également pour l'aider à se soigner, même si elle ne prend pas forcément toutes les directives vers laquelle on souhaite l'amener là-dessus parce qu'elle a un protocole et elle souhaite suivre son protocole. Il faut respecter en tout cas qui elle est. C'est elle qui choisit. Et sa pensée, c'est elle qui choisit. Elle qui choisit. Alors, demain, on aura un formidable médecin que les gens adorent. C'est vraiment un phénomène, celui-là. Il s'appelle le docteur Trotta. Je vous invite à venir toujours en partenariat donc avec Géopolitique Profonde, la lettre confidentielle, avec effectivement cette lettre à laquelle vous pouvez vous abonner. L'émission de demain sera sponsorisée également par la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde. En tout cas, c'est un immense plaisir à moi et aux téléspectateurs qui sont venus extrêmement nombreux ce soir venir voir cette émission. Donc, n'hésitez pas à acheter le livre de Chloé, car il va y avoir de vraies révélations et ça va être truculent. J'ai hâte de la voir et de pouvoir le lire. Voilà, remets-le là. Pourquoi tu enlèves tout de suite là? Il faut les laisser. En fait, ça, c'est la 4e de couverture, mais je n'ai pas encore montré la première de couverture. Je ne sais pas si je la montre. Bah oui. Tu veux pas nous montrer la première? Bon, c'est simple. Allez, vas-y. Joli, très joli. Oh, la jolie dame. La Suisse au cœur. La Suisse au cœur, biographie d'une résistante. Biographie d'une résistante voilà. des années 2020. Formidable. Écoute, merci infiniment. Chloé, on pense à ton fiancé qui ne doit pas être très loin et ton futur mari. Alors, ouais. tu avais annoncé, c'est dommage que ça soit pas mais tu avais annoncé ton mariage en fait dans une émission de télévision. C'est quoi cette histoire en fait? Là, je ne sais pas si on a le temps de déborder. En fait, on était j'ai été invitée à Il y a que la vérité qui compte, l'émission avec le rideau, par je ne savais pas qui à l'époque. Et en fait, c'est mon chéri qui m'a invitée et qui m'a demandé en mariage le 1er juillet 2024. Et l'émission n'est jamais sortie, elle non plus. J'ai parlé de l'OMS, j'ai parlé du web, j'ai parlé de ce que je faisais comme réinformatrice, comme alerteuse. Et bizarrement, l'émission n'est jamais sortie. Et maintenant, on nous dit c'est parce que C8 n'est plus sur la TNT qu'on n'a pas sorti l'émission. Sauf qu'on est à peu près les seuls à ne pas être sortis. Donc voilà. Donc à suivre. En tout cas, c'était une belle histoire que tu voulais rendre publique. Voilà, c'était pas sur la TNT, c'était chez nous. C'était sur la minute de Ricardo. C'est pas beau ça? Félicitations Chloé, tous mes voeux de bonheur. Félicitations. Ouais, super. J'aime bien les gens heureux. J'aime beaucoup les gens heureux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marion, alors? Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de vérité, beaucoup d'amour. Ah bah ouais. Génial. Et t'en regorges à mourir. Bon, en tout cas, c'est superbe. Merci infiniment à vous tous d'être venus. Donc, merci de ton invitation. À demain. Et jeudi soir, je tiens à vous dire, parce que pour ceux qui ont besoin de noter un certain nombre de choses, jeudi soir, on fait une émission assez exceptionnelle sur les chemtrails, figurez-vous, avec vraiment une spécialiste de la question. Et vous verrez, on se base sur un film de 13 minutes qu'elle aura elle-même tourné. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Richard, merci Chloé. Bisous. Merci à vous deux. Et merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes et à tout le reste.